pour moi, ça m'a l'air correct. Toi, le son, je vais orienter mon micro, mais normalement, vu le micro de pro que j'ai, ça devrait être plutôt pas mal. T'as un niveau, c'est vrai que t'as quand même un truc de pro, hein. J'ai ça là, moi j'ai le Shure là, j'ai un micro Shure de podcasteur, tu vois. Moi, je vais te le chourer, tu vas voir, ça, je vais te le faire à la marocaine. Mais le chour, c'est un micro marocain, dis-moi. Exactement. J'ai le même à la maison. Je l'ai chouré, moi aussi. Ça fait chaud Bon, en ça fait. va, est-ce que je suis présentable? Oui, parce que si tu veux, maintenant que je C'est suis ça, une hein. star, hein, si tu veux, comme toi, je veux dire qu'on va faire attention. Maquilleuse, maquilleuse. C'est ça, il faut faire gaffe. Tu sais que je voulais te faire cette remarque. J'ai lu un post de quelqu'un qui disait que en fait, il y avait tout un phénomène d'autorité et de réassurance et que les mecs faisaient des vidéos fake en mettant la marque et le micro Shure alors qu'en fait, il n'était pas utilisé et il Ben n'était pas oui, branché. Et juste pour dire, ouais, regardez, je passe en bien interview, sûr. etc. Les mecs, ils se mettent un micro comme ça et en en Ah montrant la bah, marque. mais attends, mais c'est évident. Je veux dire que alors, je regarde si tu veux le lancement que tu m'as envoyé, puisque effectivement le truc. Alors, entreprendre, c'est apprendre. Entreprendre, ça se pratique. On dit souvent l'idée vaut zéro, seule l'exécution compte. Une chose est certaine, la résilience doit être une seconde nature. Et vous voulez avoir de l'impact, commencez par forger votre mindset. Dans ce podcast, nous aurons des discussions à propos d'entreprendre, échange d'expériences, bonne pratique. C'est long, dis-moi, ton truc, hein? Ah ouais? Putain. Ouais, en fait, c'est plutôt pour la description écrite. Ouais, d'accord. Et sinon, moi, tu sais, j'ai un truc audio Ouais. que je t'ai pas transmis, mais j'ai un Oh, ben truc donc, dans audio, ce cas-là, moi. on va rester sur ton truc Après, audio. moi, j'ai une intro audio quand je ferai le montage, tout ça, j'ai une intro Ouais. audio de toute Je façon, quoi. m'étais dit, si tu veux que le clin d'œil, c'était que je reprenne, au lieu que ce soit ta voix, que ce soit la mienne, qui est juste collée à la place de la tienne. Mais à la rigueur, si tu veux, ça, si tu l'as, le truc, ça me permet d'être vachement plus à l'aise, hein, d'accord? Ok. Donc voilà. Donc après, de toute façon, quand on va commencer, eh ben, c'est toi qui vas introduire le truc. À la limite, c'est Bah très bien. écoute, oui, de toute façon, j'ai mon introduction qui est prête, a priori. Donc, bah écoute, si tu veux, on va commencer. Alors, je me mets juste ma petite introduction à côté. Comme ça me permet de te voir et d'avoir le truc juste à côté. Alors, écoute Patrick. Bah, bonjour Patrick. Bonjour, Laurent. Alors, j'explique à nos auditeurs, alors tu dis auditeurs d'ailleurs, ou tu dis Écoute, nos... franchement, je sais pas et je patauge là-dedans parce qu'en plus, moi, j'ai la particularité d'avoir fait un podcast qui est aussi en vidéo. Alors, est-ce Bien qu'on sûr. dit vidéocasteur, auditeur, Bah, nos amis, voilà. vidéaste, téléspectateur? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout comme je sais pas si on dit entrepreneur avec un E à la fin ou entrepreneuse pour les femmes. J'en sais rien. Bon, écoute. Alors, bonjour Patrick. Bonjour Laurent. Alors, aujourd'hui, c'est un numéro spécial d'On ne perd jamais, puisque aujourd'hui, tu vas être l'invité. C'est C'est moi ça. qui vais prendre ta place et eh bien c'est toi qui vas t'allonger sur le divan. J'ai accepté le défi, effectivement, de te tendre le micro, mais cette fois-ci inversé. C'est moi qui vais passer sous le joug de tes questions, effectivement. Alors voilà, donc l'explication, c'est que ton podcast que j'aime beaucoup, qui met à l'honneur les entrepreneurs, je trouve qu'il a un véritable intérêt, puisque les entrepreneurs viennent ici partager leur expérience. Il se trouve, mais C'est ça tout le monde gentil. le sait, que tu es toi-même entrepreneur, et je trouvais que c'était une bonne idée que de t'écouter et que tu partages aussi tes propres expériences. Euh, Tu es entrepreneur depuis 25 ans. Pas Euh, mal de temps, ouais. ouais, Ça me rajeunit pas. Ça se voit, je crois, hein. ouais, J'ai plus de cheveux, tout ça, donc on soupçonne un peu. Bien qu'on me dise que je ne fais pas mon âge. mais de toute façon, si tu veux, on me le dit aussi et on nous le dit à nous tous les hommes, mais c'est une manière de nous flatter. Tu fais ton âge. Non, c'est pas vrai. En tout cas, quoi qu'il arrive, l'âge, c'est aussi une question d'état d'esprit. Et on verra que aujourd'hui, même après 25 ans de pratique, eh bien, tu as toujours la même faim, la même envie d'entreprendre et de conquérir de nouveaux marchés. Voilà. Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça que j'ai un peu la niaque. J'ai un peu Ah, faim tout le temps. Ouais. ça c'est clair, ça c'est ce qui te caractérise, voilà. En préparant cette émission, j'ai appris que tu avais monté une société en Chine. Donc ça, déjà, ça Aussi, ouais. m'a. Donc on en Aussi. parlera.
J'ai aussi appris que, est-ce que c'est à 25 ans ou 26 ans, tu t'es retrouvé à devoir rembourser pratiquement 100 000 euros de pertes. Ouais, ça m'a fait Euh, un peu mal. voilà, Oui, tout à fait. voilà. J'ai Je pense. quelques épisodes, j'ai un peu tout fait. Effectivement, on va en parler, mais en matière d'entreprise, de création d'entreprise et puis d'échecs et de rebonds, j'ai un peu tout vécu. Exactement. Donc, je pense que ce podcast va être très intéressant. En tout cas, moi, je suis impatient de découvrir un certain nombre de choses, puisque tu m'as partagé déjà beaucoup de choses, mais certainement pas tout. Donc, je vais être aussi avec nos amis à découvrir ton parcours. Bah, Euh, écoute, Laurent, j'espère surtout que ça intéressera les fameux auditeurs, téléspectateurs, vidéocasters, parce que effectivement, moi, je suis toujours dans cette recherche comme ça d'apprentissage auprès de mes pairs, auprès d'autres entrepreneurs, et c'est pour ça que j'ai lancé le podcast. Mais c'est vrai que j'ai moins l'habitude moi-même de me mettre sous les projecteurs. Donc, écoute, on va jouer le jeu. Eh ben, écoute, très bien. Peut-être avant de commencer, j'aimerais que tu me rappelles quel est le sens du titre que tu as choisi. Donc, on ne perd jamais. C'est quoi l'origine et qu'est-ce que tu as voulu transmettre avec ce titre-là? Ouais, je ne perds jamais, pour ceux qui connaissent, est issu d'une déclaration qu'a faite Nelson Mandela, qui est: je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très très fort et qui résonne en moi depuis toujours. C'est-à-dire que depuis le début, quand j'ai commencé à entreprendre, on le sait, on va avoir besoin de se raccrocher et de s'accrocher à des choses qui, dans les moments difficiles, qui nous laissent la tête hors de l'eau. Et pour moi, ça a été ça, parce que c'est souvent, je fais l'allusion aussi avec, tu sais, le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Et en fait, c'est pas pareil. On pourra dire ce qu'on veut, mais un verre à moitié plein, eh ben, c'est pas la même chose qu'un verre à moitié vide. Et en fait, c'est cette notion de positivité qu'on doit trouver partout, et cette notion qu'on apprend tout au long de notre vie et qu'on n'aura jamais fini d'apprendre, qui, moi, m'a vraiment clairement servi de bouclier, de corde, pour me sortir d'un trou. Enfin, vraiment, c'est un mindset. Alors, je sais pas si on va utiliser beaucoup de mots anglais, parce que les gens, ils sont tout de suite ayatollahs des anglicismes. Mindset Mais, va très mais bien. l'état d'esprit, voilà, l'état d'esprit, en tout cas, moi, c'est un truc, c'est comme une bouée, si tu veux. Quand je suis dans la difficulté, dans l'obscurité, dans la noirceur, ou dans la difficulté, c'est vraiment un truc qui m'a toujours été une boussole, un truc très fort auquel je me suis accroché. Et alors après, évidemment, tout le monde te dit: oui, ok, c'est du bullshit, tu l'interprètes comme tu veux, etc. Ouais, peut-être. Mais en attendant, pour moi, ça marche. Pour moi, ça marche. Et donc, voilà, j'ai voulu en faire je dirais, un symbole fort du podcast, que j'ai appelé comme ça. Et pour la petite histoire d'ailleurs, puisque on est entrepreneur, donc donnons des leçons tout de suite au fur et à mesure. J'ai déposé la marque. C'est-à-dire que je ne perds jamais, j'ai déposé la marque Je ne perds jamais dans différentes classes, hein. On pourrait expliquer, il y a les classes de, voilà, différents secteurs d'activité. Et donc, j'ai déposé la marque Je ne perds jamais, parce que j'ai vraiment la volonté d'en faire quelque chose qui soit une vraie communauté, un écosystème, tu vois, pour les entrepreneurs francophones, quelque chose de vraiment très fort. Donc voilà pour la petite anecdote de Je ne perds jamais. Soit je Eh gagne, ben soit donc, j'apprends. donc effectivement, ce qui est inclus, en tout cas ce qui est induit, c'est que ce que tu veux, c'est transmettre et justement permettre à d'autres d'apprendre Clairement. en écoutant ou en apprenant ce que toi-même tu as Ouais, ouais. vécu. C'est un peu un côté, si tu veux, j'allais dire revanchard, ouais, peut-être un peu revanchard, parce que bah moi j'ai l'âge que j'ai, hein, c'est-à-dire que je suis né en 1974, donc là, à l'heure où on enregistre, j'ai 49 ans, et à mon époque, c'est aussi la tienne. Eh bien, entreprendre, il y avait personne qui te tendait la main. C'est-à-dire C'est vrai. qu'entreprendre, à notre époque à nous, posséder l'information, c'était posséder le pouvoir, c'était avoir l'ascendant sur les autres. Et moi, j'ai vécu ça où, en gros, j'ai quémandé, j'ai demandé des stages, de l'aide, de trucs et tout, et je n'ai jamais rien obtenu, si tu veux. J'ai été chercher toujours, à la force voilà, du sang, des larmes et de la sueur. J'ai été chercher tout ce que j'avais obtenu, et ça, c'est vrai que ça m'a profondément marqué. Et donc, moi, je me suis dit: maintenant, je suis dans un rôle, dans une situation où je suis en mesure de rendre ce que moi, j'ai jamais eu. Voilà. Et c'est Écoute, pour ça aussi que je le fais. moi qui te connais un petit peu maintenant, je trouve que tu transmets à travers le titre que tu as choisi et aussi ton attitude une vraie volonté de partage, ce qui est assez rare. Et vraiment, je suis très content de te considérer un petit peu comme un ami.
et puis de pouvoir aussi partager ce moment avec toi. Ce que je vais te proposer, c'est de commencer peut-être au tout début. Tu as été un jeune entrepreneur, donc tu as On se eu parle le début. 24 ans. J'aimerais qu'en quelques phrases, tu m'expliques d'où est-ce que tu viens, quelle est ta famille, quel est ton parcours avant de devenir entrepreneur et ce qui t'a amené à être entrepreneur. Ouais, la fameuse question, allez, présente-toi. Bon, bah alors. Mais présente-toi dans l'optique, si tu veux, simple en disant ce que tu es avant d'être entrepreneur et ce qui est fait que tu as basculé. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai déjà, alors déjà, aujourd'hui, je suis un mari, papa, c'est important. J'ai 3 enfants, j'ai donc 49 ans, ça on le sait. Je suis né moi en région parisienne et je j'habite toujours en région parisienne et j'ai, en fait, mon cheminement vers l'entrepreneuriat, en fait, il est dû, au parcours, académique, en fait, au parcours de mes études parce que j'ai fait un premier plantage, j'ai fait une première sortie de route puisque moi je suis fan, mais absolument fan des nouvelles technos en général, des nouvelles technologies. Et donc, à mon époque, bah, les nouvelles technologies, c'était quoi? Bah, c'était la domotique. Et donc, tiens-toi bien, je suis tout simplement diplômé, je suis major de promotion d'un BTS domotique, 150 élèves par an en France, tu vois, imagine, en 1900, je sais pas combien, 95. Et donc, voilà, je suis diplômé d'un BTS, c'est super. J'ai tout de suite trouvé un job après en CDI. J'étais technicien, hein, BTS c'est bac+2, donc j'étais technicien. Et là, première déconfiture, je me rends compte que je réponds à un énorme appel d'offres pour la détection incendie et sécurité du bâtiment de la Société Générale à la Défense. Pour ceux qui voient, c'est la place des marchés. C'est les 2 tours qui sont face à face, où il y a la bourse et tout ça. Et donc, je réponds à l'appel d'offres. On gagne l'appel d'offres. Et en fait, c'est l'ingénieur d'affaires, donc l'ingénieur commercial, si tu veux, qui récupère la gloire, les lauriers, etc. Et là, hop, premier électrochoc, je me dis, waouh, ok, moi en fait, bac+2 en domotique, c'est pas suffisant. Bon, bah, je vais faire ingénieur domoticien, sauf que ça n'existe pas. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas d'école d'ingénieur en domotique. Et donc on me dit, bah, fais de l'informatique, fais de l'électronique, fais ce que tu veux, mais il n'y a pas ingénieur domotique. Et là, poum patatrac, tout s'effondre parce que moi, en fait, je suis un chef d'orchestre. Ce que j'aime dans la domotique, c'est tous les corps de métier, c'est le pilotage et l'organisation des différentes choses, tu vois, d'innovation dans le bâtiment, dans la maison et dans l'immeuble, mais il n'y a pas. Et donc, bah, qu'est-ce que je fais? Je me retrouve avec l'âge que j'ai à devoir aller faire mon service militaire parce que c'est obligatoire à l'époque. Donc, je pars faire mon service militaire et je vais bifurquer et je vais faire des concours pour repartir en marketing communication. Donc, tu vois, double diplôme, double cursus et qui va m'amener bah, à l'entrepreneuriat dans le web et dans le digital, puisque en faisant ensuite mon cursus en marketing communication, bah, j'ai débarqué à la naissance du web. On est dans les années 98. 98, le web 96, tout ça, ça vient de démarrer. Il commence à y avoir les sites web, Amazon, etc. Et voilà, je quitterai plus jamais et le monde du digital et de l'entrepreneuriat à ce moment-là. Mais c'est dû à ça, tu vois, c'est dû au parcours académique, au parcours de mes études. Écoute, c'est Et, très et clair. ça m'amène à l'âge que j'ai, c'est-à-dire que en ayant redoublé, j'ai fait d'abord du scientifique technique, après du marketing communication. Bon bah pour le coup, plus le service militaire, bah tu vois ça nous amène à 24 bien trempés. Je vais peut-être parler aussi d'une partie de ta jeunesse qui me semble aussi intéressante pour comprendre d'où tu viens et quel est ton parcours. Donc, de Carvalho, c'est un nom portugais. Donc, Exactement, tout à fait. papa et maman ont immigré du Portugal. C'est ça. Ton papa a travaillé dans quel secteur, Il rappelle-moi? était menuisier Voilà. ébéniste. Et ta maman était gardienne d'immeuble et C'est ça. tu as eu une enfance à quatre dans un petit appartement, Ouais, je j'ai un pense, grand frère. avec grand frère. Donc vous avez eu ce qu'on appelle en fait une enfance modeste où ben, l'argent qui Clairement, rentrait à la maison c'était un argent précieux. tout Et à fait. j'imagine aussi que tes parents se sont saignés, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas ont vraiment travaillé pour vous offrir à toi et ton frère une vie. Et donc bah, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as construit, c'est pas l'argent de tes parents, c'est vraiment Oui, l'argent que clairement. toi que tu as gagné. On peut vraiment dire ça. En fait, c'est vrai que
Dès mon plus jeune âge, alors à l'époque, moi, Internet n'existait pas. Donc, si tu veux, j'ai pas démarré des business sur Internet. Mais par contre, si tu veux, je me suis retrouvé, moi, à 14 ans, à 15 ans, à distribuer des prospectus, à gagner mes premiers argents, et ensuite à demander à mes parents. Alors, il faut savoir que je suis absolument un passionné hystérique de moto. Je suis motard. Et donc, en fait, si tu veux, dès mes 15 ans, j'ai dit à ma maman, je veux une moto. Quand j'aurai 18 ans, mon permis, etc. Et donc, écoute, qu'est-ce que tu sais? Eh bien, j'ai commencé à demander des jobs d'été et j'ai travaillé tous les étés, mais genre, tu vois, juin, juillet, août, hein, les 3 mois de l'été. Je travaillais et je demandais à travailler dans les pires boulots, les mieux payés. Et donc, j'obtenais quoi comme job? J'obtenais un job de type archiviste, tu vois, dans les sous-sols d'une grosse compagnie d'assurance parisienne et je triais les dossiers. Sauf qu'il n'y avait pas de fenêtre et que, en fait, j'avais une prime, tu vois, pour pas de fenêtre. Et donc, mine de rien, à l'époque, c'était en francs, c'était pas en euros, mais je me faisais des salaires de fou. C'est-à-dire que je me faisais des 8 000 francs de salaire, tu vois ce que je veux dire? 8 000 francs de salaire, je sais pas combien ça fait en euros maintenant, mais fais voir, divisé par 6, 55, 957, ça fait, tu vois, 1000 quelque chose, 1000 et quelques euros. Et donc, j'ai commencé à faire ça parce que, à mes 18 ans pile, pam, tout de suite, je me suis payé mon permis moto, je me suis payé ma moto, je voulais absolument, effectivement, être autonome et gagner de l'argent tout de suite. Et en plus, bon, c'est vrai, tu l'as dit, milieu modeste, mes parents immigrés portugais, évidemment. Quand tu es, alors moi j'ai la double nationalité, hein, je suis né en France, j'ai la nationalité française, je suis franco-portugais, j'ai aussi la nationalité portugaise. Et ce qui est vrai dans ces familles-là, dans ces conditions-là, c'est que mes parents ont été, avec mon frère évidemment et moi, hyper carrés à nous donner un niveau d'éducation super. Il n'y a pas un bout qui dépasse. Vous devez parler la langue de la manière la plus évoluée possible. On se faisait reprendre sur notre niveau de langage, etc. Évidemment, évidemment, tu es un étranger qui débarque dans un pays. Il y a une totale volonté d'intégration de la part des Portugais dans ces cas-là. Et donc oui, j'ai eu ce genre d'éducation-là. Donc avec effectivement une notion oui, du travail, de la valeur travail, parce que voilà, menuisier ébéniste et puis gardien d'immeuble et puis à garder des enfants de temps en temps, ça fait pas des cadres qui travaillent dans la banque qui sont directeurs. Donc oui, on peut pas dire que voilà. Donc ce qui fait d'ailleurs qu'au niveau des études, ça s'est retrouvé parce que je ne me suis pas payé d'école de commerce ou autre. Moi, j'ai fait du cursus universitaire. J'ai fait le BTS parce que je voulais très vite aller travailler justement pour gagner de l'argent. Là, j'ai eu un problème par rapport à la hiérarchie parce que j'ai compris que bac+2 à l'époque, ça comptait pour obtenir des bons postes. Donc, je suis retourné aux études et j'ai fait un cursus universitaire. Alors, qui est un petit peu, d'ailleurs pour la petite histoire, qui est un petit peu orienté, qui s'appelait à l'époque IUP, Institut Universitaire Professionnel. Et ce qui était vachement bien avec ce truc-là, c'est que tu étais à l'université, mais tu avais un cursus de type, entre guillemets, pseudo-école de commerce, c'est-à-dire stage chaque année, et tu validais tes diplômes chaque année. Donc moi, j'ai validé le doc de communication, la licence de communication, la maîtrise de communication, tu vois, au fur et à mesure, et surtout, le corps professoral, c'était 50% d'intervenants extérieurs. Et c'était pas des, tu vois, c'était pas des professeurs universitaires seulement. Et donc là, c'était extraordinaire pour moi. Si tu veux, j'ai découvert le marketing et la communication avec, tu vois, des professeurs qui étaient des gens qui venaient d'agences de pub, d'agences de communication, etc. Donc ça, voilà, c'est ça qui m'a fait clairement embrasser le marketing, la communication, dans lequel j'ai continué après. Voilà, tu as la réponse. Et ce qui me semble aussi vraiment évident en t'écoutant, c'est que, et ce que tu nous expliques, c'est que aller chercher des clients, conquérir des clients, être le commercial de la boîte, c'est quelque chose qui ne t'a jamais posé de problème. Pas trop. Non, j'ai pas trop de problème avec ça. Ça Non, mais se voit, ça se voit. en fait, souvent, j'ai des discussions avec ça, avec mon entourage, qui me dit, Patrick, t'es un vendeur, t'es un commercial, etc. Et souvent, je réponds, c'est pas vrai. Je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas fait d'école de la vente, je n'ai pas fait de formation en vente, etc. Mais je suis habité, je suis passionné par ce que je fais. Et donc, je dirais que j'ai la passion, on va dire, ou les étincelles qui compensent. Et j'ai pas trop de soucis, effectivement, de lien social. Est-ce que je suis extraverti? Je ne sais pas, peut-être. Mais en tout cas, oui, j'ai une certaine forme de facilité à engager la conversation, à entrer en relation avec les gens. Et
ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup dans la vente. C'est vrai que dans plein de situations, entre guillemets, je vends sans faire d'efforts particuliers. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas besoin de déployer une technique extraordinaire pour réussir à faire mon lot de vente. Bon, écoute, en tout cas, ça transparaît et c'est vraiment aussi ce qui fait ton côté sympathique. T'as ce tempérament qui fait que tu vas naturellement vers les Sympathique gens. ou saoulant, ça dépend, Laurent. Non. Oui, alors il est évident aussi, mais ça ben, ça montre qu'il y a tout plein de profils d'entrepreneurs, comme il y a tout plein de personnes. Et effectivement, tu es quelqu'un qui est passionné. Ce qui te caractérise, c'est que tu es passionné. Et te limiter, et j'insiste aussi beaucoup là-dessus, c'est que bien entendu, tu ne te limites pas à être le simple vendeur, puisque tu es quelqu'un qui embrasse et qui maîtrise vraiment tout cet aspect. Ceci dit, c'est ce que tu m'as expliqué, et je pense que tu détailleras. À chaque fois, tu t'es toujours associé avec quelqu'un qui s'occupait plutôt de la technique, puisque jusqu'à présent, tu as toujours entrepris, non pas seul, mais en couple, Toujours. au moins avec un ou plusieurs C'est associés. ça. C'est ça. J'ai eu un statut aussi d'indépendant. Donc, j'ai été indépendant, etc. Mais sur la partie société, les sociétés que j'ai créées, j'ai toujours créé des sociétés avec associés. La première start-up du départ, puis les sociétés d'après, j'ai toujours eu des associés. Et effectivement, moi, je suis plutôt dans les rôles, tu sais, les rôles qu'on peut donner aux associés. Moi, je suis le rôle de mon métier, mon expertise, c'est marketing communication. Voilà. Alors, marketing communication, pour moi, communiquer et faire du marketing, c'est faire de la vente, hein. Tu vois ce que je veux Bien dire? sûr, C'est-à-dire j'entends bien. que c'est la vente fait partie pour moi du marketing. Mais ma zone de génie, si on peut dire, c'est ça. C'est plutôt tout ce qui est marketing, communication, les ventes par voie de voilà, par voie de cause à effet. Mais je me suis toujours associé à des expertises par ailleurs, effectivement, sur la partie tech. Bien que pour la petite histoire, tu vois, on revient sur la vente. On en parlera sûrement. J'ai depuis pas mal d'années une agence conseil, une sorte de. Maintenant on appelle ça une ESN, mais avant c'était une mini SS2I, on va appeler ça comme ça. Et dans ces métiers-là, tu sais, on a ce qu'on appelle des entretiens de consultation. Tu vas voir les clients, puis tu écoutes leurs briefs, etc. Et en fait, mes interlocuteurs ont toujours été extrêmement surpris parce que je me considère comme une choupa choups, c'est-à-dire Bob l'éponge. J'ai un niveau, si tu veux, de vernis technique qui est quand même très épais. C'est-à-dire que je me suis tanné le cuir à force de côtoyer, tu vois, des CTO, des développeurs, des codeurs, etc. Alors moi, pour l'anecdote, je ne sais pas faire une balise HTML. Enfin, si je sais mettre le B de bold, tu vois. Mais je sais à peine mettre une balise HTML. Mais par contre, je te tiens une conversation avec un grand compte, le directeur technique sur API, serveur, base de données, infrastructure haute disponibilité, sans aucun problème. Donc architecture aussi, architecture technique, etc. Donc effectivement, par la force des choses, je me suis fait ce qu'on appelle le trait d'union entre les gens, les métiers du fonctionnel, qui sont souvent complètement en bise-bise face aux gens de la technique. Et donc, c'est souvent ce rôle-là que j'ai obtenu, que j'ai eu, qui est effectivement, j'ai, comme tu dis, un spectre très, très large. Ça va vraiment de la conception, création, idéation, jusqu'à voilà, tenir une conversation technique assez poussée sans trop de problèmes. Pour essayer de maintenant de parler de la suite, donc 24 ans, tu crées ta première société, c'est ça? Qui Ouais, une, porte quel une nom et qui start-up. fait quoi? 24 ans, tu sais les dates maintenant, je radote un peu, hein, ça doit être 98, un truc comme ça. C'est une société qui va s'appeler planetpress.com, qui est un super nom de domaine, mine de rien, planetpress.com. Et en fait, pour ceux qui connaissent maintenant, on va inventer finalement l'ancêtre de l'e-commerce, de la vente d'abonnements à la presse magazine. C'est-à-dire que la presse française est une des plus riches au monde, si ce n'est la plus riche au monde en matière de diversité. Tu vois, de sujets débattus, etc. La presse est incroyable. Et à l'époque, eh ben, en fait, je me dis, ok, plutôt que d'acheter, tu sais, découper le papillon, le petit coupon, remplir et puis envoyer ça, hop, à l'éditeur pour recevoir son abonnement dans la boîte aux lettres, eh bien, on décide de lancer planetpress.com, retrouver en fait tous les titres, tu vois, tous les titres de la presse et pouvoir s'abonner. Donc, en fait, c'est l'invention du dropshipping. Parce que ce qui est extraordinaire dans le modèle économique de planetpress.com, c'est que moi, je n'ai pas de stock. Je n'ai pas les magazines. Moi, je me contente de collecter
les personnes, les clients qui veulent s'abonner à VSD, à Capital, à Management, à ce que tu veux, à un magazine. Et en fait, j'envoie les coordonnées à l'éditeur en leur disant, tenez, il y a Laurent Bervas qui vient de s'abonner à VSD, il faut lui envoyer son magazine. Donc moi, je suis dans le dropshipping, je collecte de la data, je récupère en fait les coordonnées, je les envoie à l'éditeur. Et le petit truc, le petit secret que le commun des mortels ne connaît pas, c'est que le modèle économique, il est incroyable. C'est qu'à l'époque, en France, la presse vit des recettes publicitaires. Hein, toutes les insertions de pub qu'il y a dans la presse magazine, notamment féminine, d'accord? Donc en fait, c'est pas parce que tu vends des numéros de Elle ou de Marie-Claire que tu fais de l'argent. Non, c'est parce que tu as de la pub. Et donc, il y a ce qu'on appelle un truc qui est très Sioux, qui n'est connu que par les experts, mon associé à l'époque et moi maintenant, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une technique de marketing de presse et il y a un office de contrôle qui vient vérifier régulièrement combien de numéros ont été vendus ou combien il y a eu d'abonnements pour le titre de presse. Et ce rapport, il est envoyé à qui? Il est envoyé aux agences médias. Les agences médias qui achètent l'espace publicitaire. Et donc, tu as compris que la boucle était bouclée quand on en est à la date où bientôt l'auditeur va débarquer pour vérifier les numéros, et ben en fait les éditeurs sont tous en panique en train de dire waouh waouh waouh, il faut qu'on fasse augmenter notre volume de vente au numéro d'abonnement pour que le rapport qui va être envoyé aux agences médias d'achat d'espace dise oh regardez tac le courrier international VSD etc ils ont fait plus tant de points de vente donc allez-y ils ont une grosse audience beaucoup de lecteurs vous pouvez balancer la pub chez eux. Donc, si tu veux, leurs recettes publicitaires sont étroitement liées et imbriquées à le volume de diffusion. Et donc, tu as compris quoi? Tu as compris que moi, quand je vendais un abonnement et que j'appelais les gens en disant hey, salut, j'ai 15 personnes, 50 personnes qui veulent un abonnement, le prix de l'abonnement, moi, j'en gardais 60%. 60% du prix de l'abonnement. Pourquoi? Parce que l'éditeur, il s'en foutait du prix de l'abonnement. C'est pas ça qui l'intéressait. Lui, ce qu'il voulait, c'était augmenter ses chiffres juste avant l'audit et obtenir, tu vois. Et donc, le modèle économique de planetpresse.com était absolument une tuerie. Mais malheureusement, les financiers étant des moutons, j'ai vécu l'éclatement de la bulle Internet des années 2000 et sans aucun discernement, tous les financiers ont stoppé tout simplement les investissements, même sur des modèles économiques comme le mien, qui étaient extrêmement rentables, sauf que ils m'ont pas laissé le temps d'arriver au point d'équilibre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les investissements étaient supérieurs. Il faut comprendre qu'à l'époque, le site web planetpresse.com, il va me coûter 250 kilos, d'accord? 250 000 euros. Écoutez bien les oreilles, ouvrez bien les yeux. 250 000 euros pour fabriquer un site web portail, d'accord? Avec certes des milliers de pages, mais 250 000 euros, c'est le prix du site web. Et ce qui va passer aussi, c'est qu'à l'époque, en France, il y a 300 000 abonnés à l'Internet. Et on n'est pas à la DSL, on n'est pas au Wi-Fi, tu vois, on n'est pas au débit. On est que les petits modems qui font la petite musique à 56 beaux minutes, pour ceux qui connaissent. Et donc, c'est des petits routeurs qui t'envoient quelques kilo-octets de connexion Internet. Donc, en fait, bah, tout ça va provoquer le crash down, hein, start-up, start-down de Planète Presse parce que malheureusement, le marché, bah, pas suffisamment d'abonnés, pas suffisamment de rapidité d'audience, etc. J'ai un investisseur qui se désiste parce que, pam, éclatement de la bulle Internet et qui, sans aucun discernement, dit, ah bah ouais, t'es comme les autres, t'es une start-up et donc on n'amène pas le financement qui nous aurait permis, si tu veux, d'atteindre le fameux point d'équilibre où on avait des recettes bah, qui équilibraient les dépenses. En Donc fait, ça, donc, c'est la première aventure startup, planetpresse.com. ben Tu bravo vois. en tout cas déjà parce que c'est vrai que tu soulignes le fait que vous étiez parmi des pionniers, c'est-à-dire que Totalement, tu me totalement parles pionnier. effectivement de cette première vague de start-up qui se faisait ben vraiment en imaginant un monde qui n'existait pas encore. Donc vraiment bravo. Alors question donc entre 98 et 2000, c'est ça, il se passe 2 ans entre le moment où tu montes la Liquidation société. judiciaire, février 2001. Waouh, donc 2001. Donc c'est allé Hein. assez vite finalement. Vous montez le projet. Malheureusement, vous vous prenez l'éclatement de la bulle, donc d'un seul coup, plus de financement.
On lève d'ailleurs, hein, pour la petite histoire, on lève presque 1 million d'euros. On lève 900 et quelques mille euros, tu vois, presque 1 million d'euros à l'époque. Donc c'est plutôt pas mal. Donc levée de fonds. Donc je me suis retrouvé clairement hein, en costume cravate hein, à l'époque, hein, costume cravate devant les banquiers, BNP Private Equity et blablabla. Et vas-y et tu défends ton beefsteak et tout ça à 24 ans. Donc je te dis ça pour le petit rebond que peut-être on va faire derrière, où grosso modo, quand ensuite j'ai craché ça et que je me suis retrouvé en entretien, tu vois, à chercher un job, si tu veux, je l'avais un peu mauvaise quand je me faisais houspiller, on va utiliser ce mot-là de boomer, je me faisais houspiller par les recruteurs parce que j'avais envie de leur dire, mais Coco, pendant que toi, tu étais derrière ton bureau, moi, j'ai monté une boîte, j'ai levé 1 million d'euros auprès de financiers, j'ai défendu mon dossier, j'ai recruté 15 personnes, d'accord. C'était 15 personnes la société. Donc c'était, tu vois, à l'époque, moi j'avais l'immobilier se passait pas très bien à l'époque dans les années 2000. J'avais 500 mètres carrés et je me baladais dans les bureaux avec la trottinette. T'avais France 3 Régions qui venait filmer, qui disait ah ouais bidule, c'était ça. J'ai vécu ça, tu vois. J'ai j'ai vécu la futilité du côté start-up de l'époque. Alors, moi, si tu veux, j'ai une question à te poser. À quel moment, enfin, est-ce que tu as déjà douté? C'est-à-dire que, quand même, ce que j'entends, c'est que tu te retrouves à 24 ans, dans une superbe boîte, ou en tout cas avec un très très joli, enfin, de belles perspectives de développement, lever vraiment beaucoup d'argent. 24 ans, il n'y a pas un moment où tu te dis je suis un imposteur, le fameux syndrome de l'imposteur, ça t'a déjà parcouru ou un moment Ouais. non, ou pas? Franchement, je me suis, allez, pour être honnête, je ne me suis jamais remis en question ou enfin, remis en question, c'est pas le mot. En tout cas, je me suis jamais dit que j'étais un imposteur. Tu Que vois ce tu que je étais veux dire? légitime, c'est-à-dire que Voilà, je me le dis pas. Je me le dis pas parce que premièrement, je bosse juste comme un chien. C'est-à-dire que ouais, ok, ça me va. il faut comprendre que imposteur, c'est quelqu'un qui fait quelque chose mais qui bosse pas pour. Moi, je bosse. C'est-à-dire que planetpress.com, 18 mois de start-up, il faut comprendre que c'est du lundi au vendredi, de 2 heures du matin, tu vois, jusqu'à minuit, tous les jours du lundi au dimanche. C'est presque un tour de cadran. C'est 4 heures de sommeil par nuit pendant 18 mois. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'à l'époque, il faut comprendre qu'il y a tout à faire. Il n'y a pas de concepteur de site web, il n'y a pas d'ergonome, il n'y a pas de designer, il n'y a rien. On est le web, c'est vraiment le Far West, si tu veux. Donc moi, mon associé, lui, c'est l'homme des médias. Il ne connaît rien à la techno et à la tech et au digital. Et donc moi, je vais vraiment, comme tu dis, tu l'as dit tout à l'heure, je vais vraiment faire partie de ces gens qui vont apprendre tout le métier du web, tout le métier de l'internet sur le terrain en fabriquant soi-même tout ce qu'il y a à fabriquer. Et donc, bah, tu vois bien les métiers que je viens d'évoquer. UX, UI, ergonomie, technique, hébergement, base de données, etc. Bah, en fait, j'apprends 6 ou 7 métiers parce que je suis tout seul à en être responsable. Tu vois. Comment tu rebondis? C'est-à-dire que si j'ai bien noté 2001, tribunal de commerce, Ouais, liquidation, liquidation judiciaire. Après, en il va y avoir un procès plus, qui va durer voilà. longtemps, Et en jusqu'en plus, donc, 2004, déjà, le tu te procès. prends sur la gueule, excuse-moi le terme, une liquidation, ce qui est quand même pas facile à vivre. Et en plus, tu te retrouves à devoir rembourser. On rentrera peut-être pas trop dans le détail parce que sinon ça risque d'être un petit peu Non, compliqué. c'est Mais tu sûr. te retrouves à ce que j'ai noté 90 000 euros que tu vas devoir rembourser sur Les ton propre argent. circonstances, franchement, les circonstances d'une liquidation judiciaire, il faut vraiment essayer de se projeter un petit peu. C'est que moi, à 24 ans, 25 ans, je me retrouve au tribunal de commerce de Nanterre. Tu vois, il faut comprendre. Tu débarques dans une audience, ça démarre, tu rentres et t'as le jury qui est là. Plutôt porte de prison, hein. C'est pas des mecs qui sont cool. Ils sont plutôt en mode les startups, elles nous ont cassé la tête, cassé les oreilles. On va faire des exemples. Donc ils sont plutôt dans cet état d'esprit-là. Et tu te fais cuisiner à la barre. C'est-à-dire qu'on te dit, OK, bah racontez-nous, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous avez plus de fonds, etc., etc. Et là, si tu veux, mes premiers mes premières griefs ou remontées d'adrénaline contre la finance, les financiers, la justice démarrent à ce moment-là. Parce qu'il faut quand même comprendre qu'on te dit à la barre, on te dit, monsieur, dans la loi du commerce, il est écrit qu'à tout moment, une société
doit être capable de faire face à son passif exigible. Je te répète la phrase. À tout moment, une société doit être en mesure de faire face à son passif exigible. Ah bon? Mais alors, il faut fermer toutes les sociétés. Quelles sociétés, notamment nos grands comptes, sont en capacité de faire face au passif exigible? Aucune, aucune. Mais comme tu es à la barre, comme tu es en liquidation judiciaire, on te dit c'est la loi, tenez monsieur. Donc vous auriez dû en fait arrêter l'hémorragie et on t'accuse d'avoir aggravé la situation. Et tu dis mais attendez, je comprends pas. Quand j'ai levé 1 million d'euros, je ne pouvais plus faire face à mon passif exigible. Je venais de lever 1 million d'euros. Voilà. Tu Bon, vois en le tout truc? cas, épisode, on va dire, pas évident à vivre, Donc mais très chaud. Ouais, est-ce que très tu très peux chaud. quand même dire après avoir vécu ça, on en fait peut-être une montagne, mais fermer une boîte, en fait, dans un cas normal, oui, ça peut être un peu désagréable, mais tu ne vas pas en prison. Donc ça, c'est important. Et tu t'es retrouvé à devoir rembourser de l'argent mais c'est un cas très particulier. C'est-à-dire que sans le petit imbroglio que vous avez connu, Oui, avec le TC de Nanterre, ouais, c'est très voilà. particulier. Mais Ouais. pour bien expliquer aussi à d'autres entrepreneurs, on peut monter une boîte, on peut et on a le droit de fermer une boîte et suivant le statut que l'on a, notamment dès que l'on est en société anonyme ou en Oui, 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 OSARL, tout à fait. tu ne dois pas plus d'argent sur ton propre compte, sauf si, bien entendu, ce qui peut arriver, d'avoir contracté des crédits à ton C'est nom ça, propre, c'est mais ce qui ça. n'était pas votre cas. C'est ça. Ce qu'il faut, c'est derrière, il faut comprendre que c'est de l'administratif, c'est laborieux, c'est chiant, faut Ok, appeler un chat un chat. C'est clairement pas agréable, mais il faut, quand on est amené à fermer une boîte, on peut faire ce qu'on appelle une liquidation amiable. C'est-à-dire exact. préparer comme il faut ses comptes, sa compta, etc. Et donc, oui, une liquidation judiciaire, c'est une liquidation qui se passe mal parce qu'il y a des dettes, il y a des choses comme ça, etc. Mais tu peux parfaitement fermer une société. C'est de l'administratif, c'est de la paperasse, etc. Ça prend du temps et ça coûte de l'argent d'ailleurs. Hein, pour la petite histoire, créer une société, ça coûte de l'argent, la fermer, ça coûte aussi de l'argent en France. Hein. Donc c'est quand même à savoir. Mais effectivement, il faut justement au contraire maîtriser la clôture de ces sociétés. D'ailleurs, moi après, je vais fermer d'autres sociétés en mode amiable où il y aura rien à me reprocher, tout sera préparé nickel et j'en fermerai deux autres derrière. Donc oui, c'est faisable. Maintenant, effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est la violence dans laquelle je me retrouve du Oui, jour au bien sûr. lendemain. Non, C'est-à-dire que tu te retrouves à la barre, tu te retrouves au tribunal de commerce de Nanterre, tu sers d'exemple. Et donc là, il y a un sentiment, tu vois, moi j'ai vécu quelque chose d'une violence extrême. C'est-à-dire que mon démarrage, ma découverte de l'entrepreneuriat, il faut quand même que se rendre compte que sur un plan administratif, je suis condamné a une interdiction de gérer, une interdiction de gestion de 7 ans. Vous imaginez? C'est-à-dire que vous avez un homme de 24 ans qui crée une société, pendant 7 ans, on le punit, on lui dit tu n'as plus le droit de créer de société. C'est quand même, il faut quand même s'imaginer ce truc-là, quoi. C'est, ce qui a priori aujourd'hui n'existe plus, il me semble, en tout cas. depuis j'ai pas Ça, refait, alors j'en sais voilà. rien. A, a, Mais tu pri- vois, je me a retrouve dans priori, un, tu vois, les voilà. sentiments qui me traversent, tu vois, sont vraiment très, tu vois, très violents. Je me dis, bah flûte, j'ai rien fait, j'ai essayé de sauver les meubles, de sauver la boîte, de sauver les emplois, etc. Bon, il y a un imbroglio juridique, etc. Donc à tort, je me fais accuser de choses sur lesquelles je n'avais pas de prise, je ne pouvais rien faire. On te sort des textes de loi de bidule et tout qui sont totalement kafkaïens, inapplicables. Je me fais effectivement, comme tu l'as dit, saisir 90 kilos, imagine, c'est tu dans une vie quoi. Tu es au début de ta vie, tu crées ta vie, ta carrière et t'as la banque qui t'appelle qui te dit ah bah monsieur de Carvalho, bah il y a l'huissier qui vient de partir, il a vidé les comptes, il a pris les 90 kilos, 90 kilos que j'avais mis de côté en travaillant comme un chien depuis parce que en fait ça c'est fait après. Après j'ai trouvé un job en CDI pendant 2 ans et c'est là où j'ai mis de côté tout l'argent, tu vois, qui va m'être pris, tu vois, trois ans plus tard. Donc c'est les boules. Donc, pour comprendre, 2001, tu fermes ta première société avec un Février épisode, 2001, ouais. voilà. Et Tu mars travailles 2001, pendant je débarque 2 chez ans. Orange. Voilà, tu Ouais, débarques chez je vais être Orange. embauché. Je D'accord. débarque chez Orange à la direction marketing. À l'époque, ça va être un parcours. C'est dans mon parcours professionnel, c'est une période d'euphorie totale. Je vais passer 7 ans chez Orange en salarié puis en indépendant. C'est pour l'anecdote. Je vais être un des premiers indépendants à être référencé à la direction des achats du groupe D'accord. Orange. C'est pour l'histoire. Mais ça va être une période magique. Il faut comprendre que je suis aux avant-postes
d'une société qui a des moyens financiers, humains et technologiques, mais incroyable, inimaginable. Et je participe à la conception, à la création, à la mise en place de tout ce qu'on a aujourd'hui. Tous les Orange Services, les services multimédia, le web mobile, tout ça. Je vais être dans les directions équipe marketing qui conçoit, qui crée, qui lance ses produits auprès d'une clientèle, tu vois, de plusieurs dizaines de millions de clients. C'est un passage, mais extraordinaire. C'est un truc de fou. Ça reste. D'ailleurs, ma maman me dit, ah là là, t'aurais dû rester chez Orange. Tu vois. Les mamans, et tu sais, peut-être qu'elle a raison. Peut-être qu'elle a raison. Il est fort probable qu'elle ait raison. Pour comprendre, donc tu es salarié pendant 2 ans, 2 ans, ouais. travaille à la direction donc marketing. C'est ça. En fait, je suis recruté directeur conseil, hein, clairement, directeur conseil. Et en fait, on est ce qu'on appelle, tu connais ça, toi, c'est les fameux consultants qui sont envoyés en mission chez le client. C'est-à-dire que moi, je vais en entretien, on me dit, OK, c'est super, tu démarres demain. Je dis, OK, donnez-moi l'adresse. Donc, je viens à mon bureau, je viens au bureau ici, c'était à Boulogne, demain. Et il me dit, ah non, non, pas du tout, tu vas à Porte-d'Orléans, tu vas chez Orange. Hein? De quoi? Et donc, en fait, moi, tu vois, je suis un béni oui-oui, hop, je suis catapulté, consultant, c'est du tarif jour homme, hein, voilà, pour ceux qui connaissent. C'est tarif jour homme et je débarque chez Orange et on me dit, OK, voilà ton poste, voilà ta mission, et puis c'est parti, quoi. Et tu as continué après, donc ce que tu nous as expliqué, tu as été freelance, donc indépendant, donc on parle d'un freelance qui continuait à être à prester pour le compte Ouais, chez d'Orange, Orange. Ouais. mais t'étais payé donc pendant donc tu as été freelance indépendant, t'étais C'est payé ça. au TJM. Alors, à l'époque, on était ce qu'on appelle en TNS, hein, travailleur, tu vois, non salarié. Donc moi, j'étais en Exact. mode CIPAV, voilà, les indépendants, tu vois, indépendants libéral, la CIPAV, tous Oui, ces trucs-là qu'on adore au niveau administratif. Hein. Il n'y avait pas micro-entreprise, auto-entrepreneur. C'était pas aussi simple, hein, tu vois. donc ce qui est aussi intéressant, d'ailleurs on peut le noter, c'est que tu as aussi vécu cette autre révolution qui est toute récente, hein, qui est effectivement ces développements de statut d'indépendant, que ce soit micro-entreprise, que ce soit auto-entrepreneur, que ce soit, enfin il y a tout plein de statuts qui sont arrivés. Et c'est vrai, je Mm-hmm. me souviens aussi qu'à l'époque, être indépendant, c'était vraiment et compliqué et peu intéressant. Donc il y a eu quand même une énorme évolution. Et Laurent, ça a pas loupé d'un point de vue des revenus. J'ai fait la boulette que fait tout indépendant qui connaît pas le mécanisme. C'est que, tu l'as dit si bien, à l'époque, on est à 550 € jour homme. D'accord? 20 jours ouvrés par mois. Donc, faites le calcul. Ça fait 15 kilos, quasiment 15 kilos par mois. Moi, t'imagines, je suis indépendant libéral. T'es Waouh, content. j'ai 15 kilos qui débarquent. Je mets justement de côté les fameux 90 kilos tu vois ce que je veux dire, qu'elle allait m'être prélevé quelques temps plus tard. Mais là, je fais, voilà. Donc, je mets de côté cet argent-là, etc. Mais j'en dépense quand même un petit peu parce que je reste un épicurien et un hédoniste. Donc, j'ai quand même une certaine forme à l'époque, avec mon jeune âge, j'aime les belles choses. Donc, ouais, je m'achète des trucs. Et là, eh ben, je me fais prélever les 90 kilos des huissiers. Et deux, j'ai la CIPAF qui débarque et qui dit, mais monsieur, en fait, vous avez gagné là 15 kilos par mois, mais en fait, vous nous en devez 60%. Il y a les charges d'indépendant libéral, la CIPAV. Et là, je me retrouve dans une situation où l'argent que j'avais mis de côté, bah, je l'ai plus. Et je dois payer les charges sociales de l'indépendant libéral. Et donc, c'est parti. J'apprends ce que c'est un plan d'étalement, je négocie, etc. Oui, voilà, la vie continue, quoi. Tu vois, Donc, en fait, juste pour faire ce petit aparté, donc je ne perds jamais. Je vois d'où est-ce que ça vient, quoi. ouais, C'est-à-dire que je pratique depuis longtemps, on va dire. voilà, c'est-à-dire que cette résilience, puisque le terme de résilience, je pense, s'applique parfaitement à ton parcours, elle est là, quoi. Je veux dire que, ok, à un moment tu te prends le mur. Mais je dois être bête en fait, Laurent, tu vois. Comment on fait pour recommencer comme ça tout le temps, tu vois. Il faut vraiment être con, quoi. C'est qu'à un moment donné, je me dis, tu vois, bon, ça démarre comme ça démarre, et en fait, je continue, je continue, je continue. Ouais, je sais pas. Bon, après, ouais, Écoute, je pense que bon, on va juste aussi pareil parler de quelque chose dont on a parlé tous les deux, et je pense que beaucoup d'entrepreneurs connaissent en France. Et on n'en a pas trop parlé dans ton premier, à la fin de ton premier épisode, c'est que malheureusement, t'as pas trop le choix. C'est-à-dire ah qu'une bah fois non, que tu as commencé à être entrepreneur, il t'est quand même difficile de redevenir salarié, parce que ça, c'est tout compliqué. simplement,
les boîtes françaises considèrent l'entrepreneur comme un indépendant non gérable. Donc, Ouais, clairement. Je vais c'est vivre ça. D'ailleurs, ça va être compliqué. Alors, ce qui est intéressant quand même avec le passage en CDI, donc pendant 2 ans, en fait, d'accord. je vais avoir un clash avec la société qui m'emploie, clairement, puisque tu l'auras compris, la petite anecdote. Maintenant, il y a prescription. Je peux la raconter. Moi, je débarque chez Orange en mission de consultant. Je suis le premier de la société à être envoyé chez Orange. Les mois passent et en fait, je vais placer, on appelle ça placer, je vais placer 50 mecs, d'accord? 50 bonhommes. Vous faites le calcul, 50 bonhommes, 550 euros par jour homme. Si tu veux, au moment où on fait mon entretien annuel, je dis bon, dites donc les gars là, ok, j'ai mon salaire fixe, c'est super, il est de temps, mais on fait quoi de, tu vois, les petites perches là que j'ai tendues, les mecs que j'ai fait le beau mignon, Patrick, il est adoré chez Orange, c'est super, et donc tout le monde dit ah ouais, t'en as d'autres des comme toi, on en veut bien, ok. Donc je fais rentrer les mecs et en fait on m'explique que je suis pas directeur commercial, que je suis le directeur du conseil, que je suis en mission. C'est pas mon rôle. Donc, en fait, ça va clasher, ça va clasher. C'est là où, en gros, je vais être obligé de créer un statut d'indépendant parce que moi, quand je dis à Orange que je les quitte, voilà, je peux plus intervenir avec eux. Tiens-toi bien, les gens d'Orange me disent mais comment ça tu t'en bats? Mais non, tu pilotes tel et tel et tel dossier, tel et tel groupe de personnes. À l'époque, moi, ce qui va être génial, c'est que pendant ces années-là, alors que je ne suis pas un salarié d'Orange, je vais avoir une vie, une expérience de gestion et de pilotage de management incroyable, d'un grand compte avec des divisions partout à l'international, à m'occuper, tu vois, de management, etc. Donc ça va être, tu vois, une expérience extraordinaire et tout ce que je connais de l'entreprise de grande taille, grand compte, je l'ai apprise pendant les 7 ans que j'ai passé chez Orange, tu vois. Je passais au Comex, je déposais des dossiers, je pilotais des équipes nombreuses, etc., des dossiers à l'international. Donc, mon apprentissage, alors que je suis pas salarié, il est incroyable. Mais effectivement, il y a quand même le petit clash avec la société pour le CDI. Et donc, c'est pour ça que je deviens indépendant. Tu vois, donc j'ai un peu vécu tous les statuts, tous les types de métiers. Et puis, jusqu'à ce que ma fameuse interdiction de gestion, elle soit terminée. Et donc, à ce moment-là, j'ai créé la société parce que j'avais mon interdiction de gestion qui venait de se terminer. Comment s'appelle cette nouvelle société et qu'est-ce qu'elle fait? Cette nouvelle société s'appelle Wayma, W-A-Y-M-A, et ça D'accord. signifie à l'époque Way to Mobile Application, donc avec mon super anglais, c'est-à-dire la route de la soie, la voie, le chemin vers les applications mobiles. Pourquoi je crée cette société avec les associés, un des associés que je rencontre d'ailleurs chez Orange, mon associé actuel, encore maintenant, X années plus tard, c'est toujours le même, et je l'ai rencontré chez Orange. C'est que nous, en fait, on est comme Elon Musk chez Orange. C'est-à-dire que, en gros, tu es dans un groupe qui a des moyens financiers, humains, technologiques absolument incroyables, gigantesques. Et en fait, je dis à Pascal, qui lui travaille dans la tech, je lui dis, mais en fait, je ne peux pas imaginer une seconde que le web va continuer d'être dans des ordinateurs de 15 pouces. Tu vois, je veux dire, dans des grands écrans. C'est pas possible. Parce que nous, on a vu arriver le WAP. Tu vois, je veux dire, on a vu arriver le WAP en noir et blanc, on a vu arriver le XHTML. Moi, j'achète un billet de cinéma chez Allociné avec mon téléphone mobile à l'époque. Alors, l'expérience est pourrie, catastrophique, etc. Mais n'empêche que je suis avec un truc en plastoc de X centimètres et je viens d'acheter un billet de cinéma. Et donc, moi qui suis homme de marketing, d'innovation, tu vois, d'anticipation, je dis à Pascal, je dis, écoute, moi, tel que je le vois, la vraie vie, les entreprises, quelles que soient dans le monde, en fait, elles vont toutes vouloir basculer leurs produits, leurs services dans un format mobile. C'est pas possible qu'on reste avec des ordinateurs comme ça, des gros tromblons, tu vois, c'est pas possible. Et donc, je commence à lui dire, on devrait se pencher là-dessus parce que Orange, ils sont déjà arrivés sur Mars, que les entreprises à l'extérieur, elles sont en train de construire le pâtir de la fusée. Il y a un décalage énorme, si tu veux. L'opérateur télécom, il maîtrise toute la chaîne. Il maîtrise les tuyaux, il maîtrise les contenus, il a la techno, il a la finance. Donc, à l'époque, j'entrevois, voilà, une opportunité, et donc on va créer cette agence qui va être la première ou une des premières agences de marketing mobile en France. On crée vraiment le truc, l'agence conseil développement de marketing mobile en France. Bravo. Vraiment, on Et parle de ça, quelle c'est en année? 2006. Tu vois, 2006, Non, c'est pas t'imagines? vrai. 2006 avant. Alors, ça veut dire que l'iPhone n'était pas 2006.
sorti. avant l'iPhone qui va arriver en juin 2007 et avant l'Apple Store qui va lancer les applis en été 2008. Donc on est 2 ans, 2 ans avant. Donc à cette époque-là, nous, on a inventé ce qu'on appelle le CMS mobile, le Content Management System. Tu vois? Ça veut dire que vous êtes parmi les premiers à Ah développer bah des les tout premiers. applications mobiles en France. Ah bah clairement. Ça signifie que bah, vous allez exploser. Enfin, je dirais On- que vous allez. Clairement, c'est ce qui se passe, mais on va exploser et en même temps, on va continuer à faire des erreurs d'entrepreneurs. Alors, avant de parler des erreurs, parle-moi un tout petit peu de ce qui se passe bien. C'est-à-dire que, c'est ok, ça. c'est toi qui es aux manettes commerciales, j'imagine. Bah oui. Ok. Donc ça signifie que tu fais rentrer énormément de contrats. On fait, oui, c'est ça. Moi, je fais à peu près sur ma tête, je fais 500 000 euros de revenus sur ma tête seule. D'accord. Vous signez combien de clients sur les années d'existence de Wema? Des centaines. Des On parle de centaines. combien d'applications que vous avez On est des développées? centaines. Aujourd'hui, c'est 15 ans plus tard. Mais 15 ans plus tard, notre track record, si tu veux, on est à 1 millier de projets réalisés, dont 550 applications mobiles. Ça commence à faire un petit peu. Quelques références, en tout cas, qui sont connues, qui sont peut-être plus vos applications, mais qui à l'époque Ouais, marquaient. à l'époque, on va faire des choses pour le ministère de l'Agriculture. Ça s'appelle Bienvenue à la ferme. On va faire des choses pour plein champ. La société Crédit Agricole qui fait 274 000 exploitations agricoles avec les cours de la bourse en temps réel, du blé, de l'orge, etc. On va faire les nouvelles frontières, les enchères. Tu vois, les enchères sur mobile. Bah, c'est nous qui les lançons sur mobile, quoi. Donc ça, c'est vraiment une innovation absolument majeure. Et puis après, on fait beaucoup en fait de marques très connues dans l'univers du luxe. Parce que comme on a, si tu veux, une réputation qui nous devance un petit peu, en fait, comme on a un ADN qui est, je le rappelle, moi qui suis très marketing communication et pas technique, en fait, nos clients ne sont absolument pas les directions techniques. Nos clients sont les directions commerciales, direction marketing, direction générale et direction de la communication. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a des bonnes idées. Tu vois, on a des bons concepts d'idées de chasse au trésor, en réalité augmentée, des trucs de marketing direct qui font envoyer les consommateurs vers les magasins avec le mobile, etc. Et donc, on commence à plaire à Lancôme, à Nina Ricci, à des lancements de parfums, à, tu vois, pour Dior, LVMH, etc. Et donc, on a des marques vraiment emblématiques dans l'univers du luxe qui vont nous confier à l'époque les premières applications mobiles qui sont des applications de marque. Après, ça va évoluer vers des applications type métier, tu sais, les objets connectés, les choses comme ça. Mais au début, on est sur la marque, en fait, créer la marque sur l'expérience mobile. Et donc là, oui, clairement, on a des références qui sont incroyables. On a fait des choses pour Dom Pérignon, oui, vraiment des belles marques de luxe où on va faire, bah, effectivement, énormément d'applis, je te dis en centaines, avec un phénomène de consolidation où en fait, ça c'est une des erreurs justement qu'on a faites, c'est que on ne voit pas qu'il va y avoir une consolidation du marché. C'est-à-dire que en 2006, 2007, 2008, là, quand l'Apple Store sort et que ça y est, tout le monde veut son appli, à l'époque, les grosses SS2I, hein, Altran, Alten, etc. Et puis les grosses agences technologiques, médias de type Publicis et autres, ne maîtrisent pas la technologie mobile, d'accord? Développée pour iOS et pour Android, ils ne maîtrisent pas. Donc en fait, les grands comptes en question clients se tournent vers des petites agences comme nous. Et nous, on voit pas que malheureusement, ça va pas durer, que le marché il va se consolider, que des gens comme ça, Alten, Altran et d'autres vont racheter des compétences ou vont racheter des plus petites boîtes, donc vont intégrer bah, le savoir-faire. Et en fait, qui dispose des contrats cadres en millions d'euros avec les grandes marques, bah, les grandes de ce monde. Donc Publicis, tu vois ce que je veux dire, les grandes agences médias, les grandes agences de publicité, les acteurs les SS2I de l'époque, etc. Et ben elles récupèrent les marchés et nous en fait on a de moins en moins de clients en direct parce que on est trop petit pour être référencé aux achats. Donc, tu vois, Alors, on se retrouve un petit peu débarqué et on va travailler en marque blanche à ce moment-là. C'est-à-dire que les grosses agences
les grands acteurs vont venir passer commande chez nous des applis qu'on va faire en sous-main. Et donc, la plus emblématique qu'on ait faite dans cette manière-là, c'est par exemple Club Med. Tu vois, D'accord. l'application Club Med en mode mobile, tablette, iOS et Android, ben, en gros, c'est nous, c'est nous à la cave qui l'avons faite à l'époque, sous-traitée en marque blanche par la grosse agence de communication, quoi. Alors, écoute, bravo, hein, en tout cas, vraiment impressionnant aussi comme histoire. Et qu'est-ce que tu vas faire en Chine et comment ça se fait que vous ouvrez un plateau en Chine? Explique-moi. Ouais, en fait, le départ, si tu veux, le départ de la Chine, il se fait parce que justement, il y a cette constatation de la réorganisation du marché. Et nous, on n'a plus la taille critique. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas grossi. On est resté une petite agence d'une quinzaine de personnes. On sous-traite beaucoup, hein, d'accord. Je peux annoncer les chiffres, mais à l'époque, à un moment donné, je dis au reste des associés, écoutez, ça peut pas durer. On a sous-traité pour près de, j'espère que tu es assis, 400 000 euros. C'est-à-dire qu'on sous-traite à d'autres agences 400 000 euros de contrats, quoi, parce on peut pas les dérouler. Donc tu vois, ça atteint quand même des sommes assez énormes à l'époque. Et donc je dis, écoutez les gars, franchement, c'est pas possible. On est que en marque blanche. On a très peu de clients en direct, de moins en moins. On a des difficultés à trouver, à se renouveler, à trouver les clients, parce que on est dans un métier de prestation et donc en fait, c'est le mythe de Sisyphe. Tous les mois, faut trouver des nouveaux clients parce que c'est pas les quelques contrats de maintenance, tout ça, qui font, tu vois, ton chiffre d'affaires récurrent. Donc, on n'est pas dans cette logique du logiciel, de l'hébergement, du SaaS, du cloud, tout ça n'est pas encore là. Et donc, c'est ce qui va nous amener à la Chine. C'est que moi, j'ai un ami d'enfance qui est en gros parti en Chine, qui vit en Chine et avec qui je communique régulièrement et qui me dit, Patrick, franchement, il faut absolument que tu viennes voir ce qui se passe ici parce que bah, les mecs, en fait, il y a juste 700 millions de smartphones en circulation. C'est-à-dire que les mecs, ils font tout sur mobile. À l'époque, ils ont déjà, c'est comme le Japon, ils ont énormément d'avance sur les achats, le paiement sur mobile, des services innovants, etc. Et donc, le gars me dit, écoute, il faudrait vraiment que tu viennes regarder parce qu'en Chine, il y a des très bons gars au niveau de la tech. Hein, tu vois, ce que je veux dire, les Chinois sont plutôt bons en technologie, crypto cyber, hein, pas crypto en cryptologie sécurité, hein, pas en crypto-monnaie. Hein. Donc ils sont plutôt bons là-dedans. Et donc, en fait, c'est ce qui va nous amener à la Chine. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans l'agence, on est quatre associés. Il y a deux marketing vente et deux tech. Et donc on dit bah ok, on prend deux et deux. Il y en a deux qui restent en France, qui pilotent les activités. Et il y en a deux qui partent en Chine pour explorer, auditer l'opportunité de partir là-bas. Donc vous partez à deux, prenez Voilà. Donc l'avion, vous on fait un allez. premier, c'est ça, on va faire un premier voyage genre en novembre, tu vois, novembre 2010. On fait un premier voyage pour aller voir un peu de nos propres yeux ce qui se passe pendant un mois. On arrive sur place avec Pascal Roche, qui est mon associé encore aujourd'hui. Et là, là, on en prend plein, mais plein la tronche, quoi, plein les yeux, plein. C'est la Chine, quoi. C'est un truc de fou. On débarque dans une pauvre ville enfin une pauvre. La ville, elle fait genre 25 millions d'habitants. Enfin, c'est la Chine, quoi. Donc on débarque à Ningbo. C'est un des plus gros ports de commerce au monde. Hein, tu vois, toi qui es sur Marrakech au Maroc, souvent on discute chameaux. Tu sais, ouais, allez, je te vends ma femme 40 chameaux. Et il faut plus dire ça, c'est pas politiquement correct. Mais on débarque là-bas en Chine et les mecs ils discutent en container. C'est-à-dire, toi, tu fais combien de containers? Ah ouais, moi, je fais 3 bateaux. Moi, je fais 5 bateaux. Moi, je fais 15 bateaux. Et il faut imaginer que les mecs, c'est les rois du monde. C'est les rois du monde. C'est l'usine du monde. On le voit pour de vrai. Et donc, on croise des multimillionnaires, mais tous les 5 mètres. C'est un truc de malade mental. Et les mecs, ils discutent en container. Ouais, bah, moi, je fais les containers. Moi, je fais Halloween. Imagine, on tombe sur des mecs improbables. Le mec, il fournit, tu vois, un quart du marché américain que des cercueils électriques qui descendent dans les films et dans les séries télé. T'imagines? C'est-à-dire que le mec, tu le vois, mais il fait des centaines de millions de dollars de revenus. C'est un truc de malade. Le mec, il fait des cercueils. Il fait des cercueils en laiton, en je sais pas quoi, les trucs là. Voilà. Bon, alors, et quand on rencontre le gars qui fournit les décorations d'Halloween, ah mais là, je peux même pas te le décrire. C'est-à-dire que le mec, il est milliardaire. Il est pas millionnaire. Le mec, il est milliardaire. C'est-à-dire que le gars, il fournit Halloween.
Il fournit les décos d'Halloween pour les États-Unis. Ouais. Je sais pas si tu vois, quoi. C'est un truc de malade. J'avais cette anecdote aussi. Il y avait la ville qui était la ville des comment dire, des brosses à dents. Je sais plus qui m'avait raconté Ah ça. ouais, J'y c'est un suis truc de allé. fou. Voilà, et effectivement, exactement ce que tu dis, c'est que d'un seul Bon, coup, en tu tout arrives à cas, l'endroit où on fournit le monde entier, quoi. ah ben c'est ça. Donc nous on débarque là-dedans, si tu veux, on fait waouh, ok. On commence à auditer, on commence à regarder. Est-ce que on constate quoi? Un truc que peut-être les gens ne savent pas et on peut le dire. Ça, c'est un vrai apprentissage. Les Chinois ont une culture de l'entrepreneur, mais qui est genre 1000 fois supérieure à la nôtre. Ouais, C'est-à-dire que n'importe quel Chinois, n'importe quelle famille tu as de raison. Chinois, ils veulent tous monter des business. Ils sont tous en train de faire du AliExpress, du je sais pas quoi, de vendre des stylos, des trucs, des je sais pas. Ils ont tous un business. C'est un truc de malade. Je Premier vais, point. je vais juste exagérer, hein. Chez eux, être en CDI, c'est honteux, quoi, en Ouais, résumé. c'est un peu ça. Ça, c'est le premier point qui nous marque. Et le deuxième point qui nous marque, c'est que leur pays, il est immense en kilomètres, mais c'est des gens qui traversent le pays pour aller travailler. Et ça nous choque. C'est-à-dire, on dit, waouh, en fait, il y a des gens, ils traversent, ils font des centaines, des milliers de kilomètres pour venir travailler. Et donc, en fait, on se rend compte que nous, on va pas pouvoir aller s'installer à Shanghai parce que ça coûte très cher, hein. Là, on Bien est à sûr. Ningbo, on est à 300 kilomètres au sud de Shanghai, d'accord? Mais on constate que si on offre des postes et des jobs en informatique, en programmeur-codeur, eh bien, en fait, ils sont capables de venir de partout de la Chine pour venir travailler. Et ça nous dit, waouh, ok, on a donc une capacité, une opportunité à monter, bah, en fait, notre business unit, notre capacité de prod. Donc, en fait, voyant ça, on repart en France et on présente à nos associés en leur disant, écoutez, bah, il y a une échappatoire, il y a une possibilité qu'on a ressentie qui est que oui, on peut déporter et monter notre équipe de prod, arrêter de sous-traiter nos fameux 400 000 euros, tu vois, aux sous-traitants parce que on va pouvoir développer nous-mêmes. Il n'y a plus besoin de sous-traiter parce que là, bon, si on veut parler un peu tarif, on est à 90 euros la journée homme. D'accord? On est dans de l'offshore là, on est dans du pur offshore. Donc, on dit, OK, bingo, il faut faire ça. Et là, erreur, maintenant c'est facile hein, de le voir, mais je vais, effectivement, c'est là où je vais pas voir que, en gros, Pascal et moi, on a été immergés pendant 1 mois dans cette ébullition, dans cette effervescence de la Chine, et on a vu de nos propres yeux ce phénomène-là, et je pense qu'on n'arrive pas très bien à le restituer. Tu vois ce que je veux dire? Ou en tout cas, c'est difficile à restituer aux deux autres associés qui, eux, bah, en fait, vivent une situation qui est plus morose. Le marché, il est tendu, on a des tu vois ce que je veux dire? On a plus de difficultés, à choper les clients. Moi, je suis le premier commercial de la boîte, mais pendant 1 mois, j'étais pas là. Le business, il plonge. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour me jeter des fleurs, mais en gros, la vérité, elle est un peu là quand même. Et donc bon, on voit pas trop ça et on discute, on leur dit: «Écoutez, c'est génial, il faut qu'on parte». Et clairement, envoyer qu'un seul bonhomme de nous là-bas en Chine, c'est pas possible. Il faut un binôme, il faut marketing, communication, parce qu'il faut de la stratégie. C'est pas qu'une équipe de prod. En fait, nous on dit, écoutez, la première chose, premier objectif, c'est de monter la boîte de prod. Deuxième objectif, c'est faire du business sur place, parce que on est ouvert vers Singapour, on est ouvert vers les États-Unis, on est ouvert vers, tu vois. Et donc on défend ce dossier-là. Il y a un go qui est donné, et donc début 2011, Pascal et moi, on prend femme et enfant sous le bras, parce que c'est ça que ça veut dire, hein. Ça veut dire que du jour au lendemain, on dit, OK, chérie, enfant. À l'époque, Pascal, il en a 3, moi j'en ai un. J'en ferai 2 autres après. Et on part. Moi, dans mon cas, j'ai fait une boulette d'ailleurs personnelle, c'est que je vends tout ce que j'ai en France. Parce que moi, je suis dans un état d'esprit de me dire, je pars en Chine, je pars pour 10 ans, 15 ans, je reviens plus en France. Parce que j'ai la volonté de partir en Chine, de partir sur Singapour, de faire l'Australie, hop, de rebifurquer vers le Canada et Amérique du Nord. C'est-à-dire, je me dis, je vais décliner, je vais ouvrir Wema filiale dans tous ces pays-là. Et donc, je me dis, je pars à la conquête du monde, je pars sur l'internationalisation tu vois, de la marque et de l'entreprise. Et donc, je me dis, OK, bah, donc, allez hop, je vends voiture, maison, bidule et tout ça. Et ça va me revenir en mode boomerang dans la tronche quand je vais avoir mon conflit d'associés et que je vais devoir rentrer en France en catastrophe pour voir ce qui se passe. Donc ça, je le sais pas à l'époque, mais tu vois, si j'avais su, j'aurais pas venu, comme on dit. Hein, c'est-à-dire que tu vois, j'aurais fait gaffe. Mais bon. Donne-moi quelques éléments concernant le plateau que vous montez en Chine, donc dans la région de Ningbo, c'est ça? Ouais, c'est Ningbo, ouais, c'est ça. Ningbo, Ouais. Ningbo. Là, vous avez jusqu'à combien de salariés sur le plateau?
On va monter à 50 bonhommes. Oh, d'accord. Très Donc là, difficile à en gérer. fait, nous, Comment vous gérez les équipes ouais. chinoises? Vous avez En des fait, managers locaux? on est des caterpillars, c'est-à-dire que Pascal, en fait, pour moi, c'est un des meilleurs CTO que je connaisse. J'en ai pas connu beaucoup, tu me diras, mais c'est un des meilleurs que je connaisse. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a de la méthode, qui sait gérer le code, les projets, etc. Et donc, on arrive et on crée une sorte d'académie. En fait, on crée la Wema Academy. C'est-à-dire qu'on débarque là-bas et on prend un prof d'anglais, on forme tous les mecs à l'anglais parce qu'ils ont un niveau d'anglais qui est pas excellent et nous on peut pas parler chinois avec eux, hein. Donc on recrute que des locaux, on fait pas de VIE, volontaire international entreprise, on n'en prend pas. On prend que des Chinois, on les embauche, on les forme à l'anglais et les mecs ils sont franchement mais super bons en code, hein. Ils sont très bons en code, le niveau est très bon, mais par contre ils deviennent excellents parce qu'il y a la méthode, il y a la méthode Pascal qui hop, qui organise les trucs, les projets ils se codent comme ça, le moins de lignes de code possible, etc. Tout est géré, tout est organisé aux petits oignons. Et là, ça devient une machine de guerre. C'est un truc de malade. Donc, C'est-à-dire vous que, avez une filiale donc en Chine ouais, c'est ça. qui Wema est China, qui est autonome par rapport à la maison mère. Comment vous avez monté ça pas du sans tout, trop? bah pas du tout, et c'est bien ça le problème, le problème stratégique et l'erreur stratégique financière qu'on va faire, c'est que tout ça est financé biberonné par la maison mère française. D'accord. Avec quoi? Avec un truc qui est la leçon de cette interview, c'est maintenant. C'est quand vous avez de l'argent, allez voir un banquier et demandez-lui de l'argent. Si possible, en fait, quand tu as la capacité, faire prendre les risques par Parce des que nous, partenaires dont c'est le métier. Parce que nous, on va pas faire ça. Nous, on est, si tu veux, ce qui se passe, c'est qu'on est au top. On est en 2010, on a notre plus gros résultat net, etc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on se dit, waouh, super, on a cet argent-là. Eh ben, on va investir. On va investir dans cette aventure. On va partir en Chine, on va biberonner, on va financer. Alors qu'on aurait dû absolument aller voir un banquier et faire tout simplement un emprunt, faire un projet d'investissement en disant, écoutez, on fait x2. On a tel résultat net et on parle de centaines de milliers d'euros. Hein, on parle pas de 10 000 euros de résultat net. Hein. Est-ce que je peux juste te poser Ça, une c'est une grosse question? boulette. Après Ouais, coup, tu vois, ouais. c'est grosse gueule de bois là-dessus. Est-ce que juste je te pose cette question-là parce que est-ce que vous n'avez pas fait aussi l'erreur tout simplement de si vous étiez resté en France, si vous aviez juste poussé commercialement avec des sous-traitants français, certes, qui vous coûtent de l'argent, mais sur lequel vous n'avez aucun risque, puisque le principe d'un sous-traitant, notamment freelance, c'est que vous lui faites porter une partie du risque, pas exactement, mais la trésorerie, elle pèse pas trop si vous le gérez bien. Vous auriez donc pu gérer la croissance sans prendre tous ces risques-là. Est-ce que Non, c'est vrai. entre un modèle où vous auriez été beaucoup plus sage, en consolidant la France sans partir à l'autre bout du monde avec tous les risques, est-ce que ça aurait pas aussi été une autre histoire? Sûrement, et le fautif, c'est sûrement moi. C'est-à-dire que tu l'as compris, dans le groupe, dans le groupe des quatre, les deux qui sont les plus, je dirais, globetrotters, innovants, créatifs et pushy, bah, c'est Pascal et moi. Et clairement, moi, j'arrive à insuffler, à donner comme ça de l'énergie, de la passion. Et donc, oui, je soupçonne quand même que bah, c'est moi qui ai poussé, quoi, qui dit allez, on y va, c'est génial. C'est parce que en fait, pour moi, c'est une création. Tu vois, je veux dire, c'est une aventure incroyable de monter sa filiale. Et puis moi, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va se prendre un revers sur le côté, si tu veux, déploiement commercial sur place. Parce que, en fait, au départ, il faut bien comprendre qu'on veut monter la prod, mais on veut tout de suite enchaîner pour faire du business sur place. Mais en fait, on va pas en avoir le temps. Pourquoi? Parce que la situation française se dégrade. Okay. Donc en fait, c'est là où le plan a pas marché. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que la dégradation de la situation française étant très marquée, tous les mois, nous, on commence à avoir une grosse anxiété parce que on constate qu'il n'y a plus de newbies, ou en tout cas pas suffisamment. Petite question, les fameux piliers dont tu me parles, donc de l'entrepreneuriat, tu peux me les reciter? Ouais, 4 piliers pour que ce soit stable, comme les pieds d'un tabouret. 3, ça va, mais c'est pas le mieux, c'est 4. 4 piliers. Pour moi, le premier pilier, c'est tout ce qui va être finance, gestion, juridique. D'accord? Je mets tout ça là-dedans. Hein, voilà. Finance, gestion, juridique, premier pilier. Deuxième pilier, c'est la vente. Sans la vente, il n'y a rien. D'accord? Tout le reste, tu le payes avec la vente, avec les clients. Donc, le pilier numéro 2, c'est les clients. C'est absolument indispensable. Troisième pilier, c'est marketing communication, évidemment.
qui d'ailleurs est dans le prolongement de la vente. Et le quatrième pilier, c'est la fameuse technique. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même pitché à l'époque de planetpress.com, je le rappelle, ma première startup. Je me suis retrouvé devant des mecs qui étaient des VC, des venture capitalistes, qui me disaient, écoutez, votre équipe, elle est bancale, pas bancale, etc. Parce que vous devez avoir un bonhomme, un associé dans chacun de ces piliers-là. Parce que sinon, en gros, il y a un registre de l'activité de la société qui est pas couvert. Donc, les 4 piliers, c'est cela. Ces piliers idéaux, c'est cela. C'est tout ce qui va être finance, vente, marketing, communication et la technique. Qui est le financier entre toi et ton associé actuel? C'est Pascal. C'est Pascal, il est bien meilleur que moi. Moi, je suis créatif, moi, je suis pas financier. Et D'accord, voilà. pourtant, je suis le CEO, ce qui est paradoxal. Donc, c'est quand même moi qui suis au pénal, c'est moi qui suis responsable, je suis le PDG. Mais clairement, Pascal est un matheux, hein. Pascal est un statisticien, informaticien, ingénieur, c'est un financier né. Donc, Donc, Pascal, c'est lui qui est rigoureux a priori au niveau de la finance. oui, c'est. Donc, comment se fait-il qu'à cette époque-là, lui ne voit pas les problèmes? C'est-à-dire que vous partez le sabre devant, quoi. Ouais. Baïonnette au canon, ouais. Voilà, baïonnette à canon. Et comment ça se fait que vous ne voyez pas? C'est parce que ce sont vos deux autres associés qui, à l'époque, géraient plutôt cette partie-là? Oui, clairement, la répartition des rôles et Oui, le deal, c'est ça. Il faut comprendre que nous, quand on part comme ça, entre guillemets, le carnet de commandes, il est plein. Tu vois ce que je veux dire? ok, C'est-à-dire je que moi, avant de partir, je faisais le commercial, d'accord? Donc il y a 10 projets en cours de réalisation. Enfin, le carnet de commandes est plein. Et la sonnette d'alarme, si tu veux, ça va être qu'il n'y a pas de nouveaux contrats. C'est-à-dire qu'on est en train de délivrer la production qui nous était commandée avant qu'on parte, et puis les mois vont commencer à passer, et puis nous, on commence à s'inquiéter et à dire, dites donc, on n'a pas de nouvelles là, il n'y a pas de nouveaux deals, il n'y a pas de nouveaux clients, etc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et il faut comprendre qu'on est à 13 000 kilomètres, d'accord? Donc nous, notre niveau d'anxiété, et tu vois, malgré Skype, malgré tout ce que tu veux, t'es à 13 000 kilomètres, tu sais pas ce qui se passe, quoi. En France, il y a 15 personnes, d'accord? Il y a donc, 15 salariés, hein. donc, en résumé, vous êtes dans une situation quand même de fragilité, puisque Ah oui. vous avez, enfin, avant même de partir, ou en tout cas dans cette période-là, et comment dire, vous attaquez sur plusieurs fronts. Oui, mais il faut. En même temps, après, on va aller faire, tu vois, on va faire de la COFAS à l'époque. Il existe ce qu'on appelle de D'accord. l'export. Tu sais, on va monter un dossier COFAS export. On va aller chercher une centaine de milliers d'euros, etc. Donc, on n'est pas des uluberlus. Tu vois ce que je veux dire? On fait pas les Non. choses n'importe comment, etc. Mais tu as raison dans le sens que, en fait, le problème, c'est que c'est changer ou mourir. Tu vois, la situation française ne peut pas durer. Tu vois ce que je veux dire? La situation française, elle est en danger. Le marché est consolidé, on a de moins en moins de clients directs, le niveau de sous-traitance, il commence à diminuer en marque blanche parce que les gros acteurs se sont eux-mêmes consolidés avec l'Argentine, etc., etc., et donc ils commencent à nous demander moins aussi de prestations à nous aussi. Donc la situation, il faut bouger. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que ce que tu m'expliques, c'est que donc période faste, démarrage sur des chapeaux de roue, transformation du marché, projet en Chine, et comment se termine l'histoire? C'est-à-dire que comment se fait-il que cette aventure ne va pas jusqu'au bout? Ça se termine par un contrat, mais tu vois, comme dans les films d'espionnage. En gros, je considère que nos 2 associés en France ont voulu nous assassiner, tout simplement, ni plus ni moins, et presque littéralement. C'est-à-dire que, en fait, on va mettre au jour moi, ce que dans mes mots à moi, c'est carrément une escroquerie, quoi. C'est un détournement de clientèle, c'est une escroquerie. C'est-à-dire que pendant qu'on est là-bas en Chine, moi, l'interprétation de Pascal et moi, c'est la chose suivante. C'est on soupçonne qu'ils aient pensé qu'on était en train de les flouer et donc, croyant être trompés par leur femme, alors que c'est pas vrai, eh ben ils vont tromper aussi. En gros, nous, c'est les mots qu'on a mis sur la situation pour tenter de trouver des explications, parce que sinon on n'a pas d'explication. On ne sait pas pourquoi ce qui se passe. Mais en attendant, ce qui va se passer, c'est que en France, ils font plus rien, il se passe plus rien, il y a plus d'argent qui rentre, etc. La masse salariale, on se retrouve à la rentrée de septembre où il faut payer les salaires, il y a plus d'argent, il y a plus de clients, il y a plus de contrats. Et donc la situation de la Chine, nous on est complètement biberonnés par la Chine. Donc nous les 50 bonhommes, tac, on dégraisse, on passe à 25 et à 15. Donc on garde vraiment le minimum, tu vois, pour pouvoir continuer à délivrer les quelques prods qui sont en cours. Et puis on se retrouve avec tout simplement un codir où l'un des 2 associés en France dit ah ouais
je me reconnais pas dans la stratégie, etc. Pour moi, ça va s'arrêter là. Ah ouais, ok, super. À la rentrée de, tu vois, rentrée de l'été, septembre. Et puis, un mois après, tu as le deuxième, il dit la même chose. Et donc là, moi, je suis à 13 000 kilomètres en Chine et je dis, bon, bah, Pascal, il y a pas photo, il y a pas le choix. Tu restes ici et moi, je prends mes clics et mes claques, mon épouse et mon enfant et je retourne en France. Et là, je vais écrire un livre parce que je trouve que ça mérite une histoire et ça me fera du bien. Le truc qui se passe, c'est quoi? C'est que je débarque en France. On a, nous, des locaux dans des bureaux où, en fait, bah, je constate la situation catastrophique avec des impayés, de l'argent qui est dehors, qui n'a pas été récolté, pas de clients, etc. Donc, en fait, bah, Laurent, je prends des mesures absolument drastiques. Licenciement de tout le monde. Tout le monde. Je licencie 12 personnes. C'est-à-dire que, en fait, tu t'aperçois que c'est une coquille vide et que tu es obligé de gérer la boîte. Tu Je vais aller étais, chercher, je rentre en début octobre. Je rentre début octobre. À fin octobre, je suis allé chercher 120 000 euros d'impayés. Je sais pas si tu vois. C'est-à-dire que depuis des mois, nous on dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, il faut se faire payer, etc. Qu'est-ce que vous foutez, il n'y a pas de nouveaux clients, etc. Mais l'argent qui est dehors, il faut se faire payer. J'arrive et bah, je vais chercher 110 000, 120 000 euros en 3 semaines en rentrant début octobre. Et c'est trop tard, Laurent. Donc en fait, et ça c'est pas le pire, parce que ce qui va se passer, c'est que en fait, nous à l'époque, on est dans des bureaux où c'est des anciens bureaux d'une banque. Et donc on a un espèce de coffre-fort géant incrusté dans le mur. Je sais pas si tu imagines le truc. C'est vraiment un coffre. Tu vois, c'est pas un, il est carrément scellé. C'est un coffre, mais genre 2 mètres par 2 mètres, quoi. Tu vois. Et il faut pas oublier d'où on vient. On est Wema, agence de développement mobile, mais mobile avant les smartphones. Donc nous, on a un coffre-fort où dedans, il y a, je sais pas, il y a 1000 mobiles. Parce que à l'époque, quand on faisait des développements, il fallait qu'on teste sur tous les modèles de mobiles. D'accord? Donc on a plein de mobiles comme ça. Et donc moi, je rentre de Chine. Évidemment, la situation étant catastrophique, tu penses bien qu'à 22h30, 23h30, minuit, 1h, je suis dans les bureaux et je cherche et je regarde qu'est-ce que je peux faire, comment je fais, etc. Donc bon, voilà, je te passe le détail. Je débarque dans le coffre-fort et je vois un iPhone 2G, deuxième génération, parce qu'on a connu toute la famille des iPhones, nous. Donc, je vois un iPhone 2G avec la petite boule rouge, là, tu sais, où il y a les petites notifications avec les emails. Et je vois un petit truc comme ça avec écrit, genre, je sais pas, 324 ou je sais pas, un chiffre énorme. Et je fais, tiens, mais c'est quoi ça? Comment ça se fait? Et là, mon cœur s'est arrêté, Laurent. Je clique sur le truc, je prends le téléphone qui est un téléphone du bureau, un téléphone de la société, puisque nous, en fait, nos boîtes perso, et professionnels, on les installait sur les téléphones le temps des tests. Tu vois ce que je veux dire? On livrait un client, on prenait tel Motorola, tel iPhone, tel truc, on testait, on l'utilisait pour nous tous les jours et après on le reposait. Tu vois? Bon, bah t'as compris où je veux en venir. Je tombe sur un téléphone où l'un des deux avait configuré sa boîte mail, mais pas seulement celle de Wema, également sa boîte personnelle. Et là, mon cœur s'arrête. Pourquoi? Parce que je vois un répertoire qui porte le nom d'une idée que j'avais eue qui s'appelle New XT. N-E-W-X-T. New XT. Et New XT, c'est quoi? C'est la contraction de ce qui est nouveau, de ce qui est new, et de ce qui est next, à venir. Et comme moi, j'étais chez Orange et qu'ils avaient les plans next à 5 ans, qui était la stratégie du groupe France Télécom, j'avais eu l'idée de dire, tiens, ça serait bien qu'on crée un concept qui soit un concept d'innovation, de précurseur, etc., qu'on appellerait New XT, ce qui est nouveau et ce qui est à venir. D'accord? Je vois ce répertoire New XT, je fais, tiens, c'est bizarre, c'est moi qui ai inventé cette marque-là. Je clique dessus et là, je tombe sur toute la correspondance entre les deux Lascar qui étaient restés en France et qui étaient tout simplement en train de créer une boîte avec le même objet social, à détourner les clients, à essayer, tiens-toi bien, pire que ça, à utiliser la marque, le portefeuille client Wema pour essayer de se financer. Ils étaient en discussion avec une SS2I de l'époque en leur disant, écoutez, regardez, voilà qui on est Wema, Bidune et tout ça, voilà notre portefeuille client, voilà nos savoir-faire, achetez-nous, investissez chez nous. T'imagines? Avec, sachant qu'à l'époque, on est en SARL, on est tous co-gérants et donc on a la responsabilité de gestion. On n'a pas le droit d'avoir une société qui a un autre objet social qui est le même que celui dans lequel tu es gérant. bien sûr. Donc je tombe là-dessus. Et donc ça va être la tentative d'assassinat. Tu as tout compris. C'est-à-dire que là, bah, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on n'a pas un rond dans les caisses pour les attaquer en justice. Alors que j'ai dans les mains
des preuves que je vais faire constater par huissier, etc., et ben, qu'est-ce qui va se passer? Juste rien, parce que je n'ai pas le moyen de faire quoi que ce soit. Et là démarre une deuxième aventure de vie où ben, on va tout simplement mettre tout en sommeil et puis se relancer avec d'autres sociétés, d'autres marques. Ça va être la continuité, quoi. Mais ce chapitre-là se termine comme ça. Et donc là, eh ben, c'est là où je t'avais évoqué en voix off que ce jour-là, j'ai considéré que tu m'aurais envoyé quelqu'un avec un contrat avec 2 balles dans la nuque, c'était pareil. Parce qu'il faut comprendre qu'on se retrouve avec sans aucune source de revenus. Il y a Pascal qui est en Chine avec sa famille et ses 3 enfants, et je dois lui envoyer de l'argent pour qu'il vive tous les mois, d'accord? Moi, j'ai moins 280 000 euros dans les comptes en France. J'ai licencié tout le monde. Je suis tout seul dans 110 mètres carrés et je fais tous les métiers. Directeur commercial, directeur général, PDG, concepteur, storyboarder, designer, UX, UI, je fais tous les métiers. Je fais comme si Wema était comme avant, sauf qu'il n'y a plus personne, je suis tout seul et j'envoie tous les contrats à la prod en Chine. Vous arrivez à vivre comme ça pendant combien de temps? C'est-à-dire que Wema met combien de temps à survivre pendant... Bah, ce qu'on décide là, c'est stratégiquement parlant, comme on peut pas les faire sortir de la gérance parce Bien sûr. ils sont associés actionnaires. Donc, si tu veux, nous, Pascal et moi, on dit, il est hors de question de créer le moindre euro de valeur pour ces gens-là. Donc, en fait, on arrête totalement toute l'activité sur Wema, la marque Wema, et Pascal et moi, on crée une nouvelle structure qu'on a appelée Wema Group. Et donc, le nouveau business, sans surtout pas toucher, tu vois ce que je veux dire? Nous, on veut pas être, je dirais, fautif de quoi que ce soit. Donc, on ne touche plus à rien. On ne prend pas les clients de Wema, etc. On laisse tout en sommeil chez Wema et ça s'arrête au fur et à mesure inexorablement. Et moi, je fais du new business dans Wema Group pour tout simplement donner à manger à Pascal et à moi et payer les dettes qu'il y a à payer. Parce que sur Wema, on a l'export, on a la COFAS, on a les prêts, on a le truc d'être parti en Chine, etc., etc. Donc je me retrouve avec une situation où je vais remonter moins 280 kilos pendant 8 ans. Quel est le, comment dire, quel est l'enseignement de cette aventure? Est-ce que je tente juste une suggestion? Est-ce que c'est le choix des associés? C'est-à-dire que en choisissant, enfin déjà vous êtes 4 associés, ce qui est compliqué à gérer. Ouais. Donc automatiquement, c'est très difficile de garder cette unité. Est-ce que c'est ça le choix? Trop d'associés, pas les bons associés? Bon, c'est pas, dans tout ça, il y a des choses qui sont très compliquées parce que le pire, c'est que les 3 associés d'origine, donc Pascal, moi et un autre. Et le quatrième, c'est moi qui vais le faire venir. D'accord. C'est un ami de ma famille. Alors, je sais pas si tu vois le niveau de trahison. Euh, Oui, et et mais l'associé de Pascal d'origine, c'est pareil. Ils étaient associés déjà, Pascal et lui, avant dans une autre société. Donc non. En fait, moi, nous, ce qu'on se dit, c'est que on a eu une distorsion de la réalité à cause de la distance et à ouais, cause c'est du ça. fait de Ok. ce qui, de ni l'un ni l'autre ne savait ce qui se passait réellement là-bas. Et la situation étant fragile sur le plan économique, etc., je pense qu'il y a eu des soupçons qui étaient de part et d'autre, qui étaient non avérés, et ça a complètement détruit, je dirais, le lien et la confiance. Ça a créé énormément de tensions, quoi. Je trouve que, en tout cas, j'en tirais, tu vois, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est que le remote dont on parle si souvent, ça peut justement provoquer ce genre de choses dans des cas effectivement autres que l'association. Mais c'est vrai que quand tu es loin d'une société, Ouais, c'est vrai ouais. que c'est compliqué de développer une vraie vie de société. Donc, pas évident. Et donc c'est vrai que le plus dur là, ça va être, moi je vais franchement, il faut essayer de se projeter un tout petit peu, hein. J'essaye de le raconter sous format anecdotique avec un storytelling, mais il faut m'imaginer comme une espèce de fantôme errant dans mes bureaux. Oui, je C'est-à-dire comprends. qu'on a, tu vois, on a des bureaux qui sont vides, il y a les ordinateurs, j'ai licencié tout le monde et en fait je gère dedans tout seul. Donc je réponds à tous les mails, je réponds à tous les téléphones, etc. Et je fais le boulot de 10 comme si on était comme avant. Tu vois, donc c'est schizophrène. Je vais passer à la limite ce que je dis souvent en rigolant à Pascal. La situation était difficile pour lui, mais le niveau de pression et de stress sur mes épaules, il était juste énorme parce que Pascal, c'est pas lui qui génère le business. Donc lui, il était responsable de la prod, certes, mais lui, il avait une équipe à gérer. Ils étaient encore 10, ils étaient encore 12, 15 là-bas. Alors que moi, j'étais tout seul. Et ça va être là une période, franchement, heureusement que j'avais Je ne perds jamais, hein.
Si j'avais pas le mindset, je ne perds jamais. Mais en fait, tu te fais un burn-out, tu te tires une balle, quoi. Enfin, dans la vraie vie, Tu es passé à travers, c'est justement? Tu es passé à travers des périodes de gros doutes, non. Non, en fait, non parce que j'ai sorti la brille atomique quoi. Quand c'est comme ça, si tu veux, dans une situation de difficulté extrême comme celle-là, moi je me mets en mode 300. Tu connais le film? Avec le mec, il a son petit tissu, son petit carré ouais. de tissu, sa lance et il est avec le loup devant la grotte. Bah je suis comme ça. Je me mets en mode Sparte. Je me mets en mode spartiate. C'est-à-dire que il n'y a plus rien qui cogite, c'est uniquement la force brute de pam caractère, aucune fissure, double carapace, triple carapace en titane, et il n'y a pas le moindre millimètre de mièvrerie ou de repentir, parce que sinon oui, sinon tu le fais quoi. Ça a été une situation Ok. vraiment. Là, pour le coup, je me suis senti seul. Hein. J'étais vraiment seul, tu vois, malgré Pascal qui était en Chine, hein, tout ça. Mais là, j'ai pris cher. Hein. Franchement, si tu me demandes quel est le passage le plus dur de ma carrière d'entrepreneur jusqu'à présent, c'est clairement là, j'ai vraiment pris cher. Est-ce que je tente, je ne doute jamais? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui te caractérise? Ouais, peut-être, peut-être. Oui, c'est-à-dire que, enfin, quand je dis je ne doute jamais, ça ne veut pas dire que tu te remets pas en question, mais c'est-à-dire qu'au moment où tu En repars tout au cas, je combat, m'autorise pas, tu vois, Laurent. oui, C'est-à-dire je comprends. en fait, c'est une question de survie. C'est-à-dire que si tu t'autorises le doute, bah tu meurs. En gros, enfin, je Oui, c'est caricature, ça. mais c'est un Ok. peu ça, quoi. Si je commence à douter, je meurs. C'est aussi simple que ça. C'était bien le sens comment dire, que j'essayais de toucher du doigt. C'est-à-dire que tu as un mental qui fait que quand tu rentres sur pour Sur du utiliser cette, dur. ou sur le terrain, là où tu vas devoir te battre, t'as pas de doute, quoi. Ah ouais, Tu là, y vas. je suis guerrier, là. Je suis un caterpillar, hein, c'est clair. Ah, Ok. c'est survivant, quoi. C'est vraiment survivant. Mais ça a été très dur. Et en fait, ce qui est psychologiquement, on peut en parler là, ce qui est quand même très très dur, c'est que si tu veux, la croissance, c'est quand même long. Tu vois ce que je veux dire? La Oui, je croissance, c'est comprends. long. Nous, on avait grimpé au fur et à mesure, etc. On avait atteint des sommets, un résultat net en plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est quand même beau. Une belle petite société, TPE, 15 personnes et tout ça. Et par contre, là, quand ce truc-là nous arrive, clairement, on est englué. On va être stoppé. On va même reculer. Moi, j'ai eu le sentiment de reculer de 8 ans. Tu vois ce que je veux dire? Pendant 8 ans de ma vie, j'ai passé mon temps à éponger, à créer du business, mais c'était pas du business pour m'enrichir, c'était du business pour combler des trous. C'était du business pour remettre à flot la fameuse structure. On parlait tout à l'heure de la fameuse liquidation amiable. Bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout remis à flot pendant 8 ans pour une fois que tout était propre, etc., aller la fermer à l'amiable. Parce que j'avais mon expérience mauvaise de la première qui s'était mal passée. Donc pendant 8 ans, tu vois, c'est très difficile ça, parce que tu crées pas de la valeur pour créer une nouvelle boîte et t'enrichir bidule et tout. Non, c'est juste que tu dois trouver doublement de l'argent, parce que tu dois trouver de l'argent pour ta survie, et puis tu dois trouver de l'argent pour combler les trous de l'autre. Donc c'est un peu hard, hein, j'avoue. Ok. Aujourd'hui, vous êtes dans une structure qui porte quel nom? On va créer en 2013, tu auras compris que Wema Group, en fait, Oui, bien sûr. c'est une structure juridique qui va principalement servir à gérer cette situation spécifique. Et puis après, par ailleurs, nous, on est des créatifs, hein, on va toujours de l'avant. Donc là, from scratch, on va créer une nouvelle structure, toujours en mode startup, avec un retour à nos premières amours avec Pascal, qu'on va appeler Apps Velocity. D'accord. Donc la célérité, hein, c'est pas un city guide à vélo hein, dans la ville, hein, c'est pas ça. Hein, c'est la Velocity, c'est la célérité. Je te dis ça parce que j'avais eu des mecs, des conseillers de la BPI à Lannoy. Enfin, c'est pas la BPI qui est à Lannoy, hein, mais c'est ce conseiller-là qui était un peu junior, avec qui je discutais, qui m'avait dit ah ouais, vous allez faire un city guide à vélo pour les villes et tout ça. Ouais, non, pas vraiment en fait. Donc c'était pour te raconter le niveau, la petite anecdote au passage. Mais donc on va monter à Velocity. Et à Velocity, c'est très intéressant. Le concept d'Abzelocity, c'est qu'en fait, nous, on est les inventeurs du no-code avant le no-code. D'accord. On est les inventeurs du CMS avant le CMS. Quoi. Aujourd'hui, il y a Bubble et tout un tas de choses qui permettent de faire des applis mobiles sans connaissance technique, hein, sans coder en iOS et en Android. Et à l'époque, si tu veux, le constat, il est quoi? Il est que nous, rappelle-toi, on a évoqué qu'on avait inventé le premier CMS mobile. Parce que moi, D'accord. je travaillais dans des équipes de contenu, des équipes Orange, où je fabriquais du contenu pour mettre dans les portails mobiles d'Orange.
Et donc, à un moment donné, moi, j'avais quand même traversé le couloir qui me séparait de mon associé à l'époque, de Pascal, en lui disant, écoute, bah moi, j'ai des journalistes, j'ai des PJ, j'ai des copywriters qui produisent du contenu. Sauf que derrière ces contenus-là, ces articles, il faut que j'ouvre. T'imagines, j'ouvre le code source du portail Orange et que j'aille injecter les articles dedans. C'est un truc à se tirer une balle. C'est-à-dire que un projet d'écrire des articles sur, je sais pas, la section histoire ou actualité ou autre, c'était un projet informatique de plusieurs centaines de milliers d'euros parce que tu devais faire appel à une SS2I pour le faire. Donc moi je dis ça peut pas durer. Moi j'ai des gars qui savent écrire, des hommes et des femmes qui savent écrire, savent faire du contenu. Fais-moi un truc où à la souris, CMS, Content Management System, sauf que je veux que ça publie sur mobile. Et à l'époque, la problématique, c'est tous les mobiles. Parce qu'il n'y a pas de standard, il n'y a pas de smartphone. Donc on est Motorola, Sagem, Siemens, Sony Ericsson, c'est un bordel sans nom. Tu as des petits écrans, couleur, pas couleur, noir et blanc, c'est un boxon pas possible. Donc Pascal, comme tout bon techos, comme je les appelle, comme tout bon CTO que j'adore, me dit oh là là, non, non, c'est pas possible, c'est trop dur, trop cher, on sait pas faire. Bon, ça c'est ce que répond toujours un mec de la tech. Et puis quelques temps plus tard, il me fait tac tac tac, tiens vas-y passe à mon bureau. Et puis là je débarque. Puis en fait, je tombe de ma chaise, quoi. C'est-à-dire que il me dit tiens, je vois un browser, quoi. Il y a titre, un champ, il y a caractère, écrire, et il y a envoyer valider. Je fais ah ouais d'accord. Je fais tiens, il fait beau aujourd'hui. Je commence à blablabla, bolo bolo, lorem ipsum. J'appuie sur le bouton et là, il m'emmène à une table d'à côté. Il y a 15 téléphones mobiles allumés. Il fait refresh, 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 et mon contenu, fou, il s'affiche à la bonne taille, tac, avec les sauts de ligne, avec la petite image, le titre et le texte. Je fais ah ouais, d'accord. Donc ça veut dire que mon équipe de production de contenu, elle a plus besoin d'aller voir la SS2I et de passer 400 000 euros pour publier des articles sur Orange, le portail Orange, tu vois. Donc Donc nous, on avait inventé ça. CMS, donc effectivement, un Content Content Management Management System. Service ou système, voilà. Ouais, c'est ça. Donc, comme à l'époque, on a inventé ça déjà en 2000, tu vois, 2004, 2006, on réfléchissait à ça. Là, avec App Velocity, en fait, ça part d'un constat qui est le suivant. Moi, je dis à Pascal, je dis, écoute, Pascal, regarde, depuis le temps qu'on fait des développements pour des clients, on a en fait des milliers de pages de storyboard, des centaines d'applis. Donc, en fait, en analysant toutes les applis mobiles qu'on a déjà fait, en analysant tous les storyboards, bah, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a toujours les mêmes choses. Sign in, sign up, géolocalisation, Google Maps, itinéraire, plan, envoyer un message, notification, etc. On a toujours les mêmes trucs. Et donc, je lui dis, regarde, j'ai décortiqué les milliers de storyboards qu'on avait. Bah, c'est moi qui les ai fait, les storyboards, je les connais. Regarde, à chaque fois, je conçois toujours la même chose, toujours le même funnel, la même UX, la même UI. Je dis, écoute, tu pourrais pas me faire un truc où, à un moment donné, moi, je te dis, voilà le concept de mon application. J'ai login, mot de passe oublié. J'ai besoin de telle fonction, géologue, je sais pas quoi. Bah, je veux pouvoir appuyer sur un bouton, faire un schéma à main levée, limite sur une table en papier, une nappe en papier au restaurant italien. On prend en photo avec Google, tu vois, Google Lens à l'époque, il y a déjà, tu vois, la reconnaissance d'image de Google, etc. Et je lui dis, écoute, voilà mon brief, invente-moi un truc où je te fais un storyboard à main levée ou dans PowerPoint ou dans un logiciel de storyboard, je te le montre en photo, tu passes à Nono le petit robot, tu appuies sur un bouton et ça crache le code, ça crache l'application directe. Alors, comme d'habitude, Pascal me dit ah non non non, oh là là, c'est pas possible, c'est trop compliqué, trop cher, on n'y arrivera jamais. Et puis, bah, de fil en aiguille, bah, comme d'hab, il revient avec un truc qui, bah, mine de rien, ça marchotait un peu quand même pas mal, quoi. Et donc là, bah, on dit ok, bingo, on y va. Et donc on lance Apps Velocity sur cette idée-là. Voilà, d'aller lever des fonds. Donc c'est un pur produit de R&D, tu vois, où on cherche à l'époque 1 million d'euros pour dire, écoutez, nous on arrive déjà à générer du back office en quelques, tu vois, on génère, pour toi qui ça va te parler, mais on génère l'équivalent de une trentaine de jours de travail de code d'un back office, on le génère en 2 heures. D'accord, ok. D'accord, 2 heures 30 jours. Donc on se dit waouh, on a un truc de fou. Il faut aller jusqu'au front office, ce qui est visible, parce que ça c'est ce qui est le plus glamour et c'est ce que les gens aiment. Mais pour ça il faut des fonds. Donc bah on fait startup, bidule, App Velocity, nanana, on débarque à Montpellier, qui nous dit ah non mais venez à Montpellier, il y a du soleil et des nanas. Enfin j'exagère mais à peine. Il fait beau, etc. Il y a un incubateur, il y a un écosystème de startup et nous on dit bah ouais pourquoi pas. À la limite ça nous va bien. On n'a pas d'attache prédominante avec Paris. Puis surtout il y a plus de place. Tu vois ce que je veux dire? Côté BPI, côté startup et tout ça, il y a plus de place. Donc hop, on immatricule la boîte, on débarque là-bas à Montpellier et là on va faire un truc qui est une boulette au sens de Oussama Hamar.
Alors, pourquoi je dis ça? Parce que Oussama Hamar, il a dit, à un moment donné, quand il faisait The Family, tout ça, qu'il faisait ses consignes de start-up, il disait, euh, il est plus facile de lever des fonds avec un truc qui n'existe pas, qui est sur des slides, tu vois ce que je veux dire, limite avec un modèle de financement R, AIR, pour ceux qui sont un peu spécialistes, qui connaissent, que d'avoir un truc qui est déjà là. Parce que quand le truc est déjà là, eh ben en fait, le problème, c'est qu'on te demande tes résultats, tes métriques, tes KPI. On te dit, OK, vous avez combien de clients? Et donc, nous, on va faire cette boulette-là. On a le prototype qui marche, qui génère du back-office en vitesse accélérée, qui fait pas encore l'application mobile parce qu'il faudrait du temps de développement pour rajouter ça, mais on sait comment le faire. On a déjà imaginé la techno et tout ça. Et on présente ça à des VC. Et les mecs, comme on va leur montrer notre prototype, ils vont voir que ça marche. Ils commencent à nous interroger sur c'est quoi le plan de croissance. C'est quoi les clients, combien de clients on a, comment on compte à attaquer le marché, etc., etc. Et donc, ça devient, si tu veux, un pitch qui n'est plus un pitch de R&D où on veut des fonds pour faire de la R&D, ça devient un pitch de ouais super, vous avez un truc, c'est quoi la prochaine étape du client, non non non. Et donc évidemment, je te le donne dans le mille, on n'a pas réussi à lever. Hein. Aujourd'hui, comment dire, tes activités se portent relativement bien. Tu as passé la période un peu difficile où tu devais payer un petit peu Ouais, tous ces c'est ça. épisodes. Aujourd'hui, tu vis plutôt bien. On a fini, voilà, en fait, ça a duré, comme je te l'ai dit, 8-9 ans, où là, c'était vraiment dur. Une fois qu'on a liquidé tout l'arriéré d'OMA, etc., on a pu se concentrer sur Absolocity. Absolocity, en fait, on est revenu, entre guillemets, à nos premières amours, c'est-à-dire que ne réussissant pas à lever des fonds sur la R&D et sur cette technologie de no-code, d'accélération du code automatisé, avec ce que fait finalement de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, finalement, on était comme d'habitude, on était time to market, quoi. On n'était pas au bon time to market parce que là, on te parle de 2013. Je sais pas si tu vois. C'est-à-dire qu'en 2013, avant même que Bubble soit créé et inventé, nous, on était là en train de dire, on a un truc qui permet de générer de l'application mobile en appuyant sur un bouton, quoi. Donc, on était à la fois de l'IA, à la fois du no-code, à la fois de l'accélération de code. Bon, peu importe. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va se reconvertir et on va refaire nos premières amours. Nos premières amours, c'est quoi? C'est de faire tout simplement de la conception et du développement de plateformes multicanales, multisupport, des applis mobiles, des applicatifs métiers pour des entreprises, des PME, des systèmes d'information, etc. sur mesure. Parce que nous, on a un gros, on a un grosse expertise technique là-dessus, et donc c'est ce qu'on fait pour des clients de toute taille d'ailleurs. On va faire ça, on va se reconvertir là-dessus. Et puis, par contre, ça fait quand même 20 ans qu'on fait ça. Et donc, dans Absolocity, on va sortir une nouvelle casquette qui va être une casquette d'éditeur logiciel. C'est-à-dire qu'on se Ok. prend de passion. Nous, en observant notre propre situation depuis 20 ans, on se dit waouh, 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 comment on souffre le martyr pour la gestion de projet, pour gérer les équipes, gérer les projets, communiquer, etc. Et donc, on se dit waouh, on teste tout ce qui existe sur le marché, Asana, Slack. Il y en a aucun qui nous satisfait, tu vois. Et à tel point que parfois on me dit mais Patrick, tu fais quoi comme métier? Et moi, je réponds funambule professionnel. Parce que je passe ma vie à jongler, je passe ma vie à passer de l'outil A à l'outil B, à l'outil C, à l'outil D, et puis le client A, il n'a pas l'outil A, c'est un enfer sur Terre, tu connais bien ça parce que tu étais un peu dans la partie, et donc on se dit, bon, qu'à cela ne tienne, il n'y a pas le logiciel qui convient, on va l'inventer. Et donc là, on injecte 20 ans d'expertise, de savoir-faire dans ce dont on a besoin pour nous-mêmes, et on va inventer un premier logiciel en SaaS, Software as a Service. Donc c'est clairement rendu possible par les technologies de cloud, tu vois, les technologies qui sont possibles maintenant de logiciels en location à distance. Et on va inventer Smank. Smank qui est la contraction pour l'anecdote de Slack et de Mantis Bug Tracker. Mantis Bug Tracker, c'est un truc horrible, hein, limite, tu vois, des années 80, moche, mais qui sert à déclarer des bugs, des tickets de bugs, des incendies, des tickets d'incendie, des tickets d'incidents pour les développements informatiques. Et puis, Slack, tout le monde connaît Slack. Et donc, nous, on prend les deux et on dit, OK, hop, on mitonne un truc en no-code, à la souris, mais avec un état d'esprit, voilà, la TPE, la PME française, tu vois, qui est pas à l'aise en anglais, avec les super outils américains, etc., et où ça fait tout en un, quoi. C'est-à-dire que nous, on réunit tout en un parce qu'on en a marre d'avoir 6-7 outils pour faire un truc. Donc, on met un peu de Trello, un peu de Slack, un peu d'incidents de tickets, nanana. On met même une fonction de visioconférence à l'intérieur et on se retrouve avec une petite suite collaborative, gestion de tickets, gestion de tâches, gestion de projet, nickel, Smank, qu'on sort, voilà, en 2019, je crois, un truc comme ça. 2019. Donc ça va être le premier logiciel en SaaS qui est un premier pivot qu'on opère. Et continuons sur notre lancée.
on a un client sur mesure qui nous commandite un projet de réponse à appel d'offres, tu vois, des équipes commerciales, un acteur de la construction du bâtiment, un gros acteur international, hein, tu vois, qui nous commandite un projet dans notre agence, dans notre métier agence conseil. Et puis sur ces entrefaites arrive le Covid. Et on se dit, waouh, on tient un truc là. Parce que là aussi, on invente un truc qui est que les relations commerciales sont très compliquées. On peut plus aller en face à face. On peut plus, je dirais, aller présenter son pitch, son PowerPoint, son diaporama, etc. Et au final, pour faire ça, pour cet acteur du bâtiment, on a inventé une solution toujours en no-code où tu peux générer en fait une présentation multimédia. Tu vois. Et donc là, on invente un nouveau logiciel qu'on a appelé PAN, P-A-O-N, qui veut dire plateforme d'appel d'offres numérique. Hein, parce qu'au départ, en fait, c'est ça l'origine métier du truc. Donc, on recode complètement ce système-là, ce logiciel-là, et on le lance au moment du Covid, tu vois, septembre 2020. Parce que plus que jamais, les métiers de la relation, les métiers de la vente ont changé et clairement envoyer ta propale ou ta présentation commerciale en PDF, en pièce jointe d'un email avec 18 mégas ou un lien WeTransfer, ça marche plus très bien. Voilà, donc on fait ça. Donc on a aujourd'hui cette voilà, on vit comme ta question était, est-ce qu'on vit bien mieux? Oui, ça y est, on est reparti. On a toujours cette activité de conception, transformation digitale. On accompagne des PME principalement dans tout ce qui touche au numérique pour eux, avec des applicatifs, des solutions sur mesure. Tout ça, c'est vraiment notre expertise depuis 20 ans. Et puis, on a cette casquette d'éditeur logiciel où, voilà, on a ces deux logiciels en SaaS qu'on déploie, qu'on soutient. Là récemment. Et puis j'ai basculé j'ai rajouté la casquette du contenu puisque je arrivais un petit peu à la travée des chemins. Tu vois, j'ai eu envie de me dire, finalement, qu'est-ce que je vais laisser de tout ce que j'ai vécu? Et qu'est-ce que je vais laisser de tout ce que j'ai vécu? Ça a donné lieu ok, je monte un podcast. Écoute, pour moi, ça me semble très cohérent tout ça. C'est-à-dire que je Ouais. trouve que c'est tout à fait logique et Tu ce me que je rassures parce que parfois je me dis que je suis complètement dingo. tu veux que je te dise la vérité? Je pense que tu es totalement cinglé, mais c'est comme beaucoup d'entrepreneurs de toute façon. Je veux dire Ouais, que tu ça. fais pas ce métier sans être un peu cinglé. J'ai l'impression, si tu veux, quand je te parle, qu'il y a une sorte de continuité. Ah ça c'est cool. Non, mais je t'explique ce que je ressens et tu Dis-moi. vas me dire ce que tu en penses. C'est que pour moi, ce que tu étais à 24 ans, j'ai l'impression que la personne que tu étais à 24 ans est toujours là. Ouais, Le même je crois aussi. Ouais. enthousiasme, la même folie, la même faim, la même volubilité, etc. J'ai l'impression que le Patrick d'il y a 25 ans maintenant, il est encore là, c'est le même. Ouais, là-dessus, j'avoue que j'ai pas l'impression de me fatiguer ou de vieillir Ouais, sur c'est ces ça, aspects-là, tu c'est vois? clair. Et dans Ça ce c'est vrai. cas-là, la question que j'allais te poser, qui est, et si tu avais 24 ans aujourd'hui, que tu n'avais pas d'associé, que tu sortais tout juste de l'école avec éventuellement une petite année d'expérience, ok, le Patrick qui a 24 ans, 25 ans à l'époque, il fait quoi aujourd'hui? Ah je serais fou. Ah, je serais fou si j'étais aujourd'hui avec ce qu'il y a aujourd'hui, le web, l'internet, tout ça. Je serais fou. Je serais fou. Ce que je pense que je ferais, moi, tu remarqueras que j'ai quand même fait un parcours un peu inverse. C'est-à-dire que tu sais, nous, on évoque souvent ce métier de l'entrepreneur où il y a différents types d'entrepreneurs, les freelances, les solopreneurs, les entreprises, etc., start-up, etc. C'est encore des différents types de sociétés. Moi, je considère que je suis en train de faire un peu tu sais, c'est quoi le film là où le gars il vieillit, il redevient bébé? C'est Benjamin Button, Benjamin Button. oui, J'ai Benjamin un peu le Button. sentiment de faire ça parce que si tu veux, ayant vécu, tu vois, du très grand compte, hein, où c'était pas mon entreprise, mais quand j'ai bossé chez Orange, j'ai vraiment vu l'archétype du très grand compte, très grosse organisation, plusieurs milliers de salariés, à travailler avec plusieurs pays, etc. Donc j'ai vraiment une expérience très approfondie sur le métier de l'entreprise. J'ai eu aussi mes propres entreprises, TPE, hein, j'ai jamais été à une boîte de 500, bien que la cinquantaine de gars en Chine, ça commençait à compter quand même. Bon, mais on a eu, voilà, donc j'ai eu différents trucs. J'ai aussi été un peu indépendant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les moyens d'aujourd'hui, si j'avais 24 ans aujourd'hui, avec ces technologies, avec cette internet, cette innovation, etc., j'avoue que je tirerais
partie expérience profit qui serait quoi? Qui consisterait à créer un maximum de valeur sans en subir les conséquences au niveau, par exemple, des investissements ou des charges sociales d'une entreprise. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si tu me demandes quel est le modèle économique d'entreprise que j'ai envie de monter, je n'ai plus envie de monter une boîte de 100, 200, 300, 500 personnes, 1000 personnes. Non. Moi, aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à revenir vers un statut qui est plutôt le solopreneur, où je suis prêt à faire travailler plein de monde, des sous-traitants, des bidules et tout ça, mais à avoir des salariés, j'en suis pas du tout convaincu. D'accord, ok. Donc aujourd'hui, si tu avais 24 ans, 25 ans, tu serais certainement solopreneur et c'est un statut que Sûrement. tu revendiquerais probablement avec fierté et en te disant c'est ça l'avenir. Alors, c'est pas le statut qui me rendrait fier, c'est ce que je veux faire avec. Puisque tu m'engages peut-être vers la conclusion, où tu veux, avec ma question magique de la fin, qui est que, en fait, avec l'âge et avec mon passage sur cette terre, bah, qui avance, j'en suis arrivé au stade de me dire: «OK, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas laisser? Qu'est-ce que tu veux, laisser derrière toi?» Et donc ça m'amène obligatoirement vers tout ce qui touche à la transmission, à l'éducation. Et donc c'est pas le solopreneur qui est le statut, non, c'est l'éducation. C'est qu'est-ce que tu veux faire? C'est apprendre, c'est transmettre, c'est donner des choses aux autres. Ça m'intéresse. Que ce soit sous forme solopreneur ou aux sociétés, etc., à la limite, j'ai pas de, peu importe. C'est pas ça qui est le plus important. C'est le fait de vouloir être dans un sujet qui est un sujet de la transmission. Moi, je suis profondément convaincu que changer le monde, hein, les fameux startups qui veulent changer le monde ou sauver la planète, si c'est pas elle qui nous fout dehors parce qu'on lui fait trop du poil à gratter, ça passe par l'éducation. C'est-à-dire que moi, je suis l'exemple vivant, enfin en tout cas je crois que c'est l'entrepreneur, c'est le créatif, c'est celui qui a des idées, qui peut tout faire. Il peut tout bouleverser, on peut tout inventer. On va peut-être inventer, c'est des entrepreneurs qui vont inventer peut-être le moyen de résoudre la couche d'ozone, de résoudre l'empreinte carbone. Et ça, c'est pas en étant salarié, en étant asservi à un modèle économique de salariat que tu peux y arriver. C'est que de l'entrepreneur. Entrepreneur dans le sens d'entreprendre quelque chose, de créer quelque chose, de faire quelque chose. Donc ça, c'est mon vrai mantra maintenant. C'est de me dire, waouh, ok, moi maintenant, il me reste peu de temps, moins que ce que j'ai déjà vécu. Et donc, il est urgent maintenant que je mette tout en œuvre pour laisser, transmettre, apprendre. À commencer par mes propres enfants, tu vois, ce qui est important. Et c'est pas tant, tu vois, le solopreneur, le bidule, etc. Et typiquement, je te donne une petite anecdote. Euh, je suis le premier à réfléchir à comment je peux optimiser fiscalement mes avoirs sur le plan personnel et professionnel, non pas pour échapper au fisc et m'enrichir, etc., pour avoir plus d'argent pour le réinvestir dans ce que je veux faire, en fait. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est que moi, je veux bien donner plein d'argent à bidule et tout, mais cet argent que je donne en charges diverses et variées, ça m'en fait moins pour créer le projet d'éducation que je veux créer. donc, donc, tu vois, Ma question, si tu veux, sur le statut et le fait d'être fier d'être solopreneur, c'était juste pour insister sur le fait que le solopreneur n'est pas un sous-entrepreneur. ah Ça non, peut être un but. bien au contraire même. Voilà, et justement, c'était ça que je voulais t'entendre dire, qui était, C'est Shiva à 18 bras, un voilà, solopreneur. exactement. Euh, En tout cas, le solopreneur est un entrepreneur qui clairement. peut-être a tout compris. Clairement. Et puis, en fait, quand tu me disais si tu avais 24 ans aujourd'hui, mais moi, si j'avais 24 ans aujourd'hui, je serais comme un petit chiot qui fait pipi partout sur le tapis. L'IA, l'internet, le web, YouTube, c'est en fait enfin les digital natives naissent avec ça dans les mains. Nous qui avons vu tout ça naître, éclore et arriver, mais ils se rendent pas compte de la caverne d'Ali Baba que c'est. Mais c'est un truc, mais moi je suis comme un fou, c'est un bac à sable incroyable. C'est tout ce qu'on a à notre portée aujourd'hui pour monter des idées, des business, des logiciels, le no-code, c'est un truc incroyable. Bon, écoute, vraiment, là où j'en suis, et merci en tout cas de ce... T'es perplexe, hein, tu dis oh là là. Non, pas du tout, pas du tout. Non, non, je suis pas du tout perplexe. J'essaye, si tu veux, de prendre un petit peu de, comment dire, d'absorber un petit peu et de voir ce que je viens de vivre avec toi.
Fait un peu trop d'énergie. Non, non, pas du tout. Non, non, beaucoup d'énergie, pas trop, parce que pour moi, il n'y a aucune raison d'en avoir trop. Je me dis juste que, effectivement, la continuité que je vois, c'est justement cette énergie, cette faim, cette envie d'aller de l'avant, de construire. Et je pense que c'est ce qui te caractérise et ce qui t'a permis, je pense, bah, d'exister, de Je durer pense que ça m'a pendant. sauvé, hein. Franchement, Laurent, toi à moi, je pense que ça m'a, enfin, C'est clair, je pense que ça m'a sauvé, hein. c'est clair. Enfin, je sais pas si je moi-même, si j'avais pas un caractère ou si j'avais pas eu cette attitude de résilience ou de pugnacité ou cette manière d'appréhender les choses, moi je sais pas comment d'autres T'aurais pu être broyé. T'aurais pu être passent à travers broyé. les mailles parce que on a survolé, hein, on a survolé les anecdotes, mais c'est d'une violence extrême. Non, Hein. je me C'est doute. vraiment, c'est Non, non, vraiment. vraiment bravo et je pense qu'il y a un vrai enseignement sur l'attitude positive à avoir face à ce genre de choses. Je pense aussi que c'est une question de caractère, c'est-à-dire que ça c'est ton caractère, pas facilement duplicable, mais en tout cas ça te caractérise et tu fais partie de cette catégorie d'entrepreneurs bulldozer qui, quoi qu'il arrive, avancent et réussissent surtout. C'est ça qui est important. Ouais. Finalement, tu sais, c'est finalement un mécanisme de défense, hein, tu Moi, vois. je me doute. C'est en gros, c'est juste que tu mets une carapace par-dessus la fragilité en fait. C'est tu laisses pas la fragilité s'exprimer parce que par ailleurs, je pense être relativement hypersensible, tu vois, très très à fleur de peau. Mais en fait, je le laisse juste pas s'exprimer parce que sinon je me désintègre. Donc en fait, je pense, je pense que c'est un phénomène un peu de survie, hein, tu Non, vois. non, mais très clair. Quel est comment dire, quelle est la conclusion avant de passer à cette fameuse question? C'est quoi comment dire, la conclusion de ce parcours? Le meilleur est à venir, c'est ça? C'est ce qu'on peut dire? Ouais, bah, en fait, oui, ça, on peut le dire, c'est vrai et puis, je trouve que, moi, ce que j'essaye de transmettre aussi aux autres, c'est que, tu sais, on parle souvent du fait que si tu fais quelque chose parce que tu aimes le faire, tu travailleras jamais de ta vie. Tu sais ça, cette notion-là? Et moi, ça, c'est quand même une chance que j'ai, qui est quand même incroyable et je ne me force pas. C'est-à-dire que moi, je suis juste quelqu'un qui aime, tu vois, la domotique, l'innovation, donc j'ai toujours été un peu geek, un peu tech et tout ça et donc, c'est juste génial parce que moi, pour moi, le bac à sable, c'est le monde. Il y a toujours des nouveautés, toujours des trucs à faire, etc. Donc, c'est une chance inouïe parce que j'ai une espèce de soif, tu vois, incroyable de tout le temps bah, observer, regarder, apprendre, etc. Et donc, d'ailleurs, j'ai passé, tu vois, les ruptures technologiques diverses. Bien sûr. Tu vois, il y a l'IA qui arrive, etc. Nanana, et je suis pas le vieux qui est là, qui voit passer le truc, qui dit ah bah non, moi je suis toujours aux avant-postes, toujours en train de plonger sur les trucs qui sont à la pointe, les trucs les plus innovants. À l'époque, qui faisait de la domotique? Mais personne. Il y avait juste personne qui faisait de la domotique. D'ailleurs, ça a jamais explosé, hein, ça a jamais vraiment pris. Euh, Écoute, tu t'es mais pas planté sur la suite, c'est-à-dire mais ça, c'est qu'effectivement, vrai que c'est voilà, moi ça aujourd'hui, j'ai cette chance quand même là de ouais d'être curieux, d'avoir envie d'apprendre tout le temps et donc ce qui fait que ben ça me demande beaucoup moins d'efforts que ce que ça pourrait penser, tu vois? oui, ben ça, oui, Souvent on me dit oh là là mais tu fais ça et ça et ça et ça ouais mais en fait tu fais tout ça parce qu'en fait il y a pas un truc qui marche. Non, c'est pas une question il y a pas un truc qui marche, c'est que moi je saurais pas faire un seul truc. Je pense que je dépéris si je fais qu'un seul truc. Patrick, je vais t'annoncer quelque chose. Tu auras été l'invité qui aura eu le podcast le plus long, à mon avis, de la série. Non, j'ai Puisque, un truc. Non, j'en ai à 2h30 et 2h45. ah d'accord, Tu vois. bon, ça va alors. De toute façon, donc on n'a pas encore totalement terminé, donc ok. Ah ben, il faut que je symbolise, faut que je symbolise. De toute façon, c'est un podcast format long. Hein. J'ai jamais dit que c'était un podcast format court. J'ai toujours dit que je me positionnais sur le patron du podcast français qui est Mathieu Stéphanie, hein, avec Génération Do It Yourself, qui fait des podcasts de 3 heures. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment du format long parce que moi je trouve que l'apprentissage il est dans la conversation, dans la tu vois de plonger dans la discussion. C'est ça qui est intéressant. Si tu fais des trucs et astuces, les 5 trucs pour apprendre à faire ça, ouais, ok, c'est moi ça m'attire pas. Quoi. Ok. Question alors, bah, la fameuse question. Donc voilà, j'arrive Ah, aujourd'hui avec un super chéquier, le vas-y, chéquier magique, voilà. donne l'argent. Voilà, le chéquier magique sur lequel tu peux mettre le montant que tu veux. Ça c'est cool.
Alors et donc bah, tu peux en faire ce que tu veux, notamment racheter la société que tu veux ou monter la société que tu veux. Tu fais quoi? T'en rachètes une ou t'en montes une d'abord? J'en monte une. Bon, ok. J'en monte une. Et elle fait quoi cette société? Tu pensais que j'allais. Non, non, je peux. De toute façon, je suis trop. Tu vois, je suis trop créatif. En fait, je considère quoi? Comme j'ai un écho qui passe pas les portes, n'est-ce pas? Je considère que ce que j'ai envie de faire, ça n'existe pas. Personne ne l'a créé encore. Euh, donc, ce serait plutôt dans le mode création. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme tu dis, l'argent illimité te permet de construire ce que justement n'existe pas encore. Donc moi, voilà, c'est une chance de se dire avec de l'argent en format illimité. Il y a un truc qui me turlupine très fort, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, il y a déjà actuellement des gens qui sont à la tête de milliards de milliards et qui pourraient donc absolument changer et complètement et modéliser tout un fonctionnement autre en matière économique, en matière de vie sur cette planète. Et aujourd'hui, moi, mon sujet, c'est celui, bah, on l'a dit, c'est celui lequel, bah, l'éducation en fait. La création, l'écosystème, je sais pas ce que c'est, mais le concept, l'écosystème, le truc, c'est que moi, je pense que la réponse, toutes les réponses se trouvent dans l'apprentissage, dans l'éducation. Le futur, notre futur va être déterminé par des gens à qui on a éduqué des choses, qui vont trouver ce qu'on n'a pas encore trouvé, qui vont innover. Et donc moi, le projet là, avec le chèque en blanc, c'est ça, c'est imaginer partout sur la planète parce que il y a des contextes différents, géographiques, etc. Donc il faut beaucoup de moyens pour ça, mais ça serait de donner les moyens nécessaires de manière égale à tout le monde pour l'éducation, pour apprendre les choses, pour que les gens puissent devenir des entrepreneurs, puissent créer des choses à leur tour, tu vois. Et sous une forme qui serait probablement protéiforme, tu vois. Ok. C'est un truc. Donc tu investirais beaucoup, ou en tout cas l'essentiel du temps et de l'argent que tu aurais à disposition pour des Des concepts, projets. des dispositifs d'apprentissage. Est-ce que c'est des écoles? Est-ce que c'est, je sais pas. En tout cas, ça touche à la notion de comment on fait pour transmettre, pour apprendre, pour éduquer. Éduquer qui? Bah, principalement, le mieux, c'est d'éduquer les enfants. Tu vois, quand t'es vieux, Bien sûr. tu peux te faire éduquer, mais enfin, c'est un peu tard. Donc moi, le but du jeu, c'est éducation, mais éducation le plus tôt possible. Tu vois. Et donc, d'ailleurs, dans l'éducation, il y a une notion très importante qui est qu'en gros, le vecteur de l'éducation, c'est la tech. Tu vois, ça a l'air d'être un truc tout con. Mais regarde, une petite anecdote sur ça. J'étais en vacances, t'étais là, en pleine campagne, avec un forfait demi-bar 5G. Je me suis rendu compte d'un truc qui était tout bête, c'est que pour éduquer, si tu veux éduquer, si tu veux permettre de transmettre, en fait, il te faut de la connexion. Donc ça devient technologique en fait. Il te faut du Starlink. J'ai acheté une antenne Starlink parce que plus jamais je vais me retrouver sur le parking de Picard à 22h30 en train d'uploader mes fichiers vidéo. C'est pas possible. C'est pas concevable ça. Moi, j'ai une mission. C'est une mission de transmettre. J'ai une mission d'éducation. Je peux pas me retrouver entravé dans cette mission-là. Ok. Écoute, moi je trouve que c'est un très joli projet pour les prochaines années. Donc en fait, on prévoit de peut-être pour la 10e année de Je ne perds jamais, on fera un numéro spécial. Si nous sommes tous les deux encore de ce monde, ben, je te propose dans ce cas-là de parler de de la réussite. En tout cas, je te Écoute, souhaite. j'essaye. Je ne perds jamais. C'est un peu le brouillon, tu vois. C'est un petit peu par là que je démarre. C'est-à-dire que j'ai bien envie de réunir sous cette bannière Je ne perds jamais, eh bien, effectivement, un écosystème, des contenus, une école, des cours, tout ce qui peut être constitutif de transmettre, éduquer, faire apprendre des choses. Donc, j'ai trouvé je dirais, la marque, le truc et tout. Et donc, maintenant, il faut construire tout cet écosystème-là. Écoute, Ça va m'emmener jusqu'à la fin, hein, ouais, clairement. non, non, mais je trouve que c'est Ça va m'occuper. non, non, c'est très joli. Et puis, je ne perds jamais comme marque qui permettrait on va dire, de regrouper un petit peu tout ce que tu veux faire autour de l'éducation. Je trouve que ça a du sens. Voilà, Bon, donc je prends le chèque en blanc. ben écoute, encore merci Patrick pour Bah Laurent, c'est déjà. moi. Ouais, À ben voir si écoute, tu m'as supporté pendant 2 heures. écoute, je pense que, mais tu le sais, tu connais ton, comment dire, ton défaut et ta, comment dire, et ta force, c'est En plus, justement j'en joue. d'avoir.
En plus, je me fous de ma gueule et j'en joue. Je sais très bien que je prends la tête et que je parle trop et tout ça, mais ça me fait marrer. Non, mais je pense que c'est ce qui fait et ton identité et je pense ta force. Donc, ne change jamais. C'est ça. Hein, et puis s'il y en a d'autres qui veulent ne jamais perdre, eh ben ils ont qu'à nous rejoindre Parfait. sur cette communauté. Je te Laurent, souhaite en tout cas une très belle deuxième saison de Je ne perds jamais et merci en tout cas de m'avoir invité à prendre le micro. J'y ai pris du plaisir et je merci de m'avoir donné l'occasion de sortir ces histoires qu'on connaît pas toujours d'ailleurs. Hein. Je pense pas avoir parlé de ça avant. Tu vois, ailleurs. Donc, écoute, ça va être une mise à nu, on va dire. Eh ben, écoute, à très bientôt, Patrick, et merci beaucoup. Au revoir, les amis. Ciao, ciao. Je ne perds jamais. Ciao, ciao. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.